Fred Savard avec vous, de retour pour un 29e épisode, de retour après une semaine de congé, une semaine de répit. J'en ai profité avec la grève des éducatrices en CPE pour rester à la maison avec le petit Miville et ça m'a vraiment fait du bien. Ça nous a fait du bien, en fait, je dois le dire. C'est la deuxième fois, je pense, à la saison 7 que je me permets de prendre une petite pause comme ça et vraiment, c'est un répit toujours bienvenu. Mais là, attention, je me sentais mal en même temps, alors je vous offre un épisode assez costaud qui va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, on était à la librairie Raffin cette semaine avec Valérie Lefebvre-Fauché et Virginie Larivière. Valérie est venue nous présenter le dernier numéro de Liberté, le numéro 346, ayant pour thème « Non ». Exercice de refus avec une foule de textes vraiment intéressants sur cette idée de s'opposer, de dire non, de rester debout, de refuser. Et Virginie Larivière, vous allez voir, elle va se présenter. En fait, elle a travaillé beaucoup à réfléchir sur la pauvreté, sur le filet social. Et on va poursuivre cette réflexion-là parce que le filet social est attaqué de toutes parts. Et comment on résiste? Comment on peut faire collectivement? Et bon, évidemment, on n'a pas de solution. Oui, il y a des solutions. En tout cas, vous allez voir. Mais ça a été vraiment une belle réflexion. Et il y a Maxime Laprise qui était avec nous également à la librairie Raffin. Retour de Maxime, je suis bien content de le retrouver. Doctorant médiéviste qui va nous parler de la chute de Rome. En fait, comment la chute de Rome a souvent été utilisée comme un miroir sur nos problèmes actuels. Et ça fait longtemps qu'on fait ça, à droite comme à gauche. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Vraiment une chronique super intéressante. Ça, c'est le premier temps de la balado. Après ça, dans un deuxième temps, on va à la rencontre d'Éric Fassin. Ça, je suis vraiment content. Il était de passage à Montréal dans les derniers jours pour venir donner une série de conférences. On s'est contacté pour qu'il puisse venir présenter à la balado son essai « Misère de l'anti-intellectualisme, du procès en wokisme au chantage à l'antisémitisme ». C'est paru à l'automne 2024. Évidemment, ces charges qu'on constate envers les universités, autant aux États-Unis qu'ici au Québec, avec ce qui est arrivé avec le gouvernement de la CAQ, de Pascal Derry, avec Pierre Poilievre aussi, l'anti-intellectualisme, il faut y réfléchir et le sociologue français Éric Fassin l'a fait de grande façon dans cet essai. Vraiment une super entrevue et on va terminer l'épisode. Je vous parle souvent de la communauté de la balado. Puis là, ça va être vraiment intéressant parce qu'on a 3 auditeurs et auditrices de la balado qui sont présentement en campagne électorale dans le coin de Rimouski et on va aller leur parler parce qu'il se passe quelque chose là-bas, paraît-il. Les 3 sont des candidats indépendants et les 3 militent pour la décroissance. Alors, c'est tout à fait en concordance avec l'appel que j'avais lancé il n'y a pas si longtemps pour essayer d'imaginer autre chose que ce monde capitaliste. Alors, les auditeurs et les auditrices de la balado sont actifs. Ils font des vraies choses pour changer le monde. Alors, ça m'a vraiment fait chaud au cœur d'enregistrer ce segment-là. On le fait en ligne et c'est ça se passe à Rimouski. Malheureusement, j'aurais aimé ça être là pendant la campagne. Là-bas, on va y aller à la fin du mois de mai. Là, je vous donnerai plus de détails parce que si vous êtes dans le coin, vous allez pouvoir venir assister à un enregistrement et à une soirée dansante aussi de DJ Fred Savard pour les 30 ans du Mouton Noir. Mais là, dans cet épisode-ci, on va aller sur le terrain pendant cette campagne électorale dans le coin de Rimouski. Alors voilà, j'en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne écoute et un excellent épisode 29. Valérie Lefebvre-Fauché, numéro 346 de Liberté. Oui, bonjour. On va parler de ça. Mm-hmm. Et vous nous avez amené quelqu'un. J'ai amené avec moi Virginie Larivière. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous êtes ici pourquoi déjà? Moi, J'en ai aucune idée. Je prépare pas ce projet-là. Surprise! Je suis venue parler en lien avec le thème du dernier numéro de Liberté, là, l'exercice de refus. Oui. Je suis venue parler du filet social et de sa mise à mal depuis plusieurs années. Oui. Puis, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Moi, pour les millions de Québécois qui ne vous connaissent pas? Oui. J'ai été longtemps porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté jusqu'au mois d'août dernier. Puis, on le sait, c'est réglé. Oui, c'est réglé. C'est pour ça que je suis partie. Et je suis depuis tout récemment agente de recherche à la chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé à l'UQAM. Ah, intéressant. Intéressant. Fait qu'on va parler de ça. Et Maxime Laprise! Bonjour Fred, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas parlé. Qu'est-ce qui se passe? Ben écoutez, la fin de la thèse approche. Ça a été une drôle de saison
à la balado. Intéressante, mais avec plein de mouvements. Alors, il y a des gens qu'on a moins entendus, comme vous, Maxime. Tout à fait. C'est pas grave. Comme je dis, la fin de la thèse approche. Oui. Je vais m'en sortir. Oui. Puis quand je vais m'en sortir, je vais venir, je sais pas, vous présenter ma thèse. Oui, voilà, ça pourrait être intéressant. Est-ce que vous allez la publier ou vous savez pas encore? Hein, ça va être publié? Avec un sujet comme ça, non. Oui, mais tous les doctorants disent ça. Et ils ont raison. Vous allez parler de quoi, Maxime? Je vais vous parler de la chute de Rome aujourd'hui. Ah! J'aime ça parce qu'on sort de l'actualité. Mais oui, évidemment. Oui, il va y avoir mais c'est intéressant. Puis je pense que ça donne un répit aux gens. Parce que l'actualité, elle est violente. C'est un peu le défi que je me donne. C'est un peu mon mandat de chronique d'extirper les gens du présent. Voilà. C'est une belle formulation. Bon, on va aller parler tout de suite du dernier numéro de Liberté, le numéro 346. Peut-être mon numéro préféré sur le plan de la thématique, parce que j'ai dit non souvent dans ma vie. Ah oui, hein? Ouais. Puis on est dans un milieu, vous savez qu'on est dans un milieu, le milieu culturel / les arts, où dire non est très difficile pour bien des gens. Ouais. On se fait beaucoup dire non, par contre. Oui, mais on a peur de dire non parce qu'on est dans la précarité, tout ça. Puis moi, j'ai compris, il n'y a pas si longtemps, que c'est important de dire non. Puis que c'est souvent, ça amène le respect. Ça change des choses. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Mais c'est pas de moi qui est question, c'est donc de ce numéro de Liberté. C'est ça, c'est notre numéro non. Donc, un numéro où on donne le défi aux gens de refuser des choses. Oui. Ce sont des exercices de refus. Donc, c'est pas un numéro qui réfléchit au non. Là. C'est un numéro où on joue à dire non et on essaye de dire non. Par exemple, refuser son genre ou il y a vraiment une thématique environnementale là, qui est super importante. C'était vraiment essentiel pour nous. C'est peut-être ça le déclic. Là. C'est qu'on trouve que non seulement c'est pas facile de dire non, mais en plus, quand on dit non, même de façon très organisée, très puissante, très affirmée, ça fonctionne pas. Oui, tout à fait. Parlez-en aux gens de Blainville en ce moment. Donc oui, il y a vraiment un aspect écolo très important. Comment on fait pour refuser des projets de destruction, pour les bloquer. Puis souvent, en environnement, on a l'impression qu'on gagne rien, mais parce que nos victoires, sont négatives, en fait. Là, c'est ça. Oui. Donc, d'ailleurs, il y a le texte de Marie-Josée Béliveau qui a bloqué un pipeline. Oui. Qui est une prof. Qui est prof, mais qui est aussi... elle a essayé toutes les façons de dire non. C'est ça qui est fascinant dans son texte. Elle énumère toutes les choses qu'elle a essayé. Faire un doctorat, être militante, être prof, faire des films, faire des marches, des manifs, des pétitions, se présenter en politique. Elle a tout essayé. Et là, elle nous explique comment on se rend à la désobéissance. Pour elle, c'est une question il y a une urgence de désobéir en ce moment, puis même un devoir de désobéir. Non, c'est un texte vraiment intéressant parce que de l'extérieur, moi qui n'ai jamais rien bloqué au point de me faire arrêter par la police, c'est qu'on se rend compte que c'est du monde ordinaire. Je sais que c'est niaiseux ce que je dis, là, c'est un peu cucu, mais ça reste que c'est vrai. C'est-à-dire que les médias, souvent, vont dépeindre une image du militant professionnel, mais là, non, c'est quelqu'un qui est prof, de lire son expérience. Et après ça, il y a le texte d'Aurélie Langto qui, elle, prend le relais de ce texte-là sur la désobéissance civile pour montrer comment ça s'inscrit dans le juridique et comment c'est fluctuant. On n'est pas dans une pente ascendante sur la... Oui et non, en fait. Mais il faut lire le texte. Mais c'est deux textes qui se répondent. Oui, voilà. Marie-Josée Béliveau nous montre comment on arrive à la désobéissance de façon raisonnable, tout à fait logique. Ouais. Est-ce que ça implique aussi de patience, d'anxiété, de risque, de prise de risque personnel. Et même l'empreinte physique. Parce que ça peut être long, là, avant que la police arrive. Puis il y a tout un jeu. Il y a plein de choses que j'ai Il y a tout un jeu aussi. La police prend son temps pour que il y a une guerre d'usure, en fait, qui s'installe. Fait que c'est toutes des choses que j'avais pas confiance, puisque c'est ça. Moi, je respecte les lois. Je suis très gentil, moi, dans la vie. Alors, c'est pour ça que le texte est si intéressant. Oui, mais en tout cas, moi, je dis merci aux personnes qui prennent ce risque-là pour nous. Oui, parce qu'il va falloir... C'est ça. Le vote, là... ça va pas toujours suffire. C'est insatisfaisant, hein? Sinon, vous signez un texte aussi qui est très personnel.
Dire non dans un dire contexte non de consentement. dans un contexte intime. Ouais. Puis c'est toujours un texte pas facile à faire, Ouais. là, donc on a tiré à la courte paille. Puis vous avez perdu. Je suis un peu perdue. Mais on a gagné. On a ouais. gagné une réflexion et une colère. Ouais, c'est quand même, c'est pas un texte très joyeux, Non. là. C'est un texte qui parle de toutes les fois où mes refus n'ont pas été entendus. Ouais. Puis là, je fais des parallèles avec le procès de Gisèle Pélicaud. C'est important d'y revenir. C'est super intéressant comme histoire parce que c'est à la fois le moment d'une perte de confiance. Ouais. Parce que tellement d'hommes ont répondu oui à cette possibilité de passer outre le consentement d'une femme inconsciente. Donc, il y avait vraiment une grande perte de confiance, mais en même temps, une reprise de pouvoir assez spectaculaire. Donc, pour moi, c'est quand même un moment qui donnait de l'espoir parce qu'on a comme retourné le problème, remis la honte et remis la laideur, on l'a changé de bord. À la bonne place, ouais, c'est ça. Donc, c'est un texte où je fais le pari de parler seulement avec les gens qui sont capables d'entendre les refus. Ouais. Et je fais le vœu de laisser tomber les autres conversations. Donc, c'est assez triste pour quelqu'un qui croit aux mots, qui croit à la parole. Ouais. Mais... et surtout que l'affaire Pélicaud, on n'en a pas entendu parler tant que ça ici dans les médias. C'est étonnant parce qu'on a quand même des chroniqueurs vedettes qui sont planqués en France. Christian Rioux, Mathieu Bocoté, le sociologue Dandy, qui en ont pas du tout parlé. Évidemment, c'était peut-être pas... Il devait être très ému par cette histoire. Peut-être trop ému. Ou malheureusement, la plupart des agresseurs n'étaient pas des musulmans. Fait que ça, je pense que ça les a peut-être rebutés. Il y avait peut-être un immigrant musulman qui avait éternué cette journée-là. Ah, peut-être, effectivement. Pas dans son mouchoir. Oui, voilà, ça c'est... voilà. Dialogue intéressant entre Floriane Philippe Beauchamp et Xavier Philippe Beauchamp. C'est un beau texte. Il est effectivement difficile à présenter. Donc, Xavier fait partie du comité de rédaction de Liberté, puis là, a invité son adelphe à venir discuter de genre avec lui. Son adelphe? Oui, j'allais poser la question. Ouais. Ben, c'est comme pour éviter le mot frère ou le mot sœur qui décide du genre. Ouais. Donc, ils sont de la même famille. C'est un terme neutre, en fait. Oui. OK. Je ne savais pas. J'apprends des choses. C'est beau, adelphité, c'est une belle notion. Ben oui. C'est un beau mot. Ben, mais je ne connaissais pas. Et donc, il et elle discutent ensemble de comment le genre s'est construit dans leur famille, puis comment on peut résister à cette construction-là, puis avec des manières de résister différentes. Et un regard différent sur les grands-parents. Oui, puis beaucoup d'empathie, évidemment, puis de respect, et sans non plus l'espèce de besoin de se cloisonner complètement dans une forme de refus qui serait supérieure à l'autre. Beaucoup d'auto-réflexivité aussi. Fait que c'est un super beau texte. Oui, vraiment. Ça fait du bien. Et hors dossier, le texte Devant nos yeux de Marie Parent enquête sur nos imaginaires de la femme morte. Ça, c'est vraiment un texte qui m'a beaucoup intéressé parce que Maggie Nelson, Michaela Nicole, c'est des noms que j'entends beaucoup parler à la maison, entre autres, parce que mon amoureuse m'a fait découvrir Maggie Nelson. Michaela Nicole, j'ai pas lu son essai encore, mais cette idée d'omniprésence du meurtre des femmes dans la culture, entre autres, c'est drôle, je pensais à Lancer Compte parce que j'écoute souvent les vieux Lancer Compte quand je cuisine. Puis quand Lancer Compte 2 commence, la femme de Marc Messier est morte. Mais de même. On sait pas trop pourquoi. Elle est encombrante pour Régent Tremblay, pour son scénario. Fait que ça commence avec les funérailles. Ça m'a fait penser à ça. Je suis vraiment étonnée du parallèle, mais oui. Mais, et la femme de Pierre Lambert aussi, dans une série subséquente, elle est juste morte. Ouais, mais c'est vraiment une figure sur un bon ressort dans la fiction. Mais évidemment, ce texte-là, devant nos yeux, est plus intéressant que mes réflexions sur l'ancien compte. Mais Marie se demande comment faire pour rendre hommage aux femmes qui sont mortes de façon violente, comment en parler, comment traiter ces informations-là de façon cohérente, sans en faire un spectacle, parce qu'on a une fascination morbide pour ça. Donc, elle-même qui souhaite dénoncer, qui souhaite lutter contre les féminicides, elle cherche les mots, comment faire pour, c'est ça, pas participer à cette... Le point de départ de sa réflexion, c'est qu'elle habite pas très loin
de l'endroit où Eugénie Delcourt a été assassinée. Et elle passe là avec ses enfants. C'est ça. Et les profs de littérature, et elle donne l'exemple de la lecture de Perceval. Elle relate comment la réaction de ses étudiants et ses étudiantes par rapport à une agression dans ce roman-là qui date du Moyen-Âge. Perceval, ça date du Moyen-Âge? Absolument. Ben, si on... Oui. Bon, là, j'imagine que c'est pas la bonne période exacte du Moyen-Âge. Non, mais c'est toujours pareil. C'est sans doute issu d'un roman arthurien. Oui, voilà. Alors, on a du chemin à faire encore, malheureusement. C'est un peu ce que ce texte-là nous dit. Oui, vraiment. Puis, il se passe dans ce numéro-là une espèce de belle rencontre de textes sur la violence faite aux femmes. Là. Il y a aussi dans les chroniques un incroyable texte de Marie-Hélène Voyer sur la violence conjugale. Il y a aussi un texte très dénonciateur de Gabriel Chasson-Dulude. C'est ça, ça fait une rencontre assez forte là, de textes qui dénoncent cette violence qui continue. Oui, on rit, mais c'est pas drôle. Non. Voilà. Alors, ce numéro, Liberté 346, est disponible... C'est disponible partout, puis dans toutes les bonnes librairies et aussi par abonnement, ce qui est un phénomène fabuleux, vraiment. Vous pouvez recevoir cette librairie chez vous. Puis on le répète, l'abonnement, c'est bien important parce que ça permet un meilleur financement. C'est vraiment important pour nous. Voilà. Ça nous aide beaucoup. On est rendu là, il faut dire pourquoi c'est important de s'abonner. Oui. Merci, Valérie Lefebvre-Fauché. Virginie Larivière, quand Valérie m'a parlé de l'idée de vous inviter, on était dans les manifs pour la culture, la grande mobilisation. Puis là, c'est réglé. Hein? Le gouvernement a réglé tout ça. Là. Les artistes, ça va bien? Bien, les artistes ont su dire non, clairement. Puis apparemment, ils ont été entendus. Quoique, bon, il y aura toujours à réclamer et à défendre et il y aura toujours matière à dire non, je pense, dans le domaine de la culture. Mais Valérie me demandait, comme moi, mon expertise, c'est plus la lutte contre la pauvreté, la défense du filet social, comment dire non au démantèlement, au détricotage continu de notre filet social. J'ai accepté l'invitation. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis en même temps, je me suis dit, quand on parle du filet social, ce qui revient surtout en tête, c'est l'éducation, la santé. Qui sont les deux plus gros morceaux. C'est clair qu'il faut en parler. Mais le filet social, c'est beaucoup plus complexe. Ça, c'est comme 3 éléments. Il y a les programmes sociaux, il y a les services publics, puis il y a le mouvement d'action communautaire autonome. Puis dans ces 3 grands éléments-là et ces 3 grandes familles-là, il y a toutes sortes de choses. Tu sais, le soutien du revenu qui se retrouve dans les programmes sociaux. Évidemment, on va parler de l'assistance sociale. C'est ce qui revient, c'est ce qui vient en tête le plus aisément. Mais après ça, il y a le régime québécois de l'assurance parentale, le RQAP, pour les parents qui viennent d'avoir un enfant. Il y a toute la question du logement social aussi, qui s'inscrit dans les programmes sociaux. L'IVAC, indemnisation pour les victimes d'actes criminels. L'assurance de la SAC pour les accidentés de la route. La CNESST pour les accidentés du travail. Tout le système de prêts et bourses pour les étudiants et étudiantes, le régime public d'assurance santé, le régime public d'assurance médicaments. Après ça, on a les services publics. Là, il y a le transport collectif, il y a l'éducation et la santé. La santé, on pense souvent aux hôpitaux parce qu'on a un œil très hospitalo-centré. Mais c'est aussi les CHSLD qu'on désinvestit littéralement pour construire des maisons des aînés à côté. Là, la nouvelle bébelle, là, tu sais, au détriment de ce qui existe déjà et qui est complètement dévitalisé, déserté. La ligne téléphonique 811, ça fait partie du... On l'oublie, c'est Info Santé. Pour se faire dire d'aller à l'urgence. Non, en fait, non. Est-ce qu'il fait de la fièvre? S'il fait de la fièvre plus qu'une journée, elle est à l'urgence. Voilà. Ça fait quand même partie du filet. C'est pas le morceau le plus important, mais ça fait quand même partie du filet. On peut appeler 811 pour se faire dire d'aller à l'hôpital, se faire rassurer des fois. Bon. Mais la DPJ, les maisons d'hébergement pour les victimes de violences conjugales, le curateur public, ça fait partie aussi des services publics, les centres de désintoxication. On a les services et les ressources en itinérance, et Dieu sait qu'on en a besoin. L'éducation, évidemment, de l'école primaire au collégial, mais on a aussi les centres de la petite enfance qui sont présentement en grève.
Et il y a le mouvement d'action communautaire autonome dont on parle ici de temps en temps. De temps en temps. Il y a de plus en plus. Mais c'est super, cette place-là pour faire entendre le mouvement d'action communautaire qui est assez peu connu. C'est vrai. Qui sert souvent, en fait, de cour, la cour arrière des services publics. Quand le gouvernement désinvestit dans les services publics, on se dit... Le communautaire va s'en occuper. Le communautaire... Ils font des miracles. Ils sont tellement bons, avec des petites ficelles. Je pense qu'il faut dire qu'elles sont bonnes, Oui, c'est une majorité, une très grande majorité de femmes. Virginie Rivière, ça va bien. Oui. Le filet social, là, c'est un filet mignon, cette affaire-là. Là. Oui, c'est ça. Et il y a de plus en plus de gens qui essayent de prendre la part ou sa part du filet social. Mais ce qui est important dans l'idée de l'exercice de refus, en fait, c'est de refuser le démantèlement. Mais comment on fait? Je pense qu'il faut résister de toutes sortes de façons. C'est vraiment pas une question facile. Il n'y a pas une réponse claire. Mais tu sais, je regarde la santé, là. On est là-dedans parce que ça occupe beaucoup de place dans les médias. L'Agence Santé Québec, la multiplication des cadres pour gérer la réduction du réseau. Moi, j'en reviens pas. Là, comme là, cette semaine, il y a un psychodrame là, avec le gouvernement qui veut, dans le fond, faire en sorte de prioriser certaines clientèles pour les médecins de famille. Puis là, les médias en parlent comme... Ils ont le nez collé sur la mesure, alors qu'ils ne sont pas capables juste de dire que tout ça, ça vise à privatiser. C'est sûr que des gens comme moi, qui sont en bonne santé, mais j'ai un médecin de famille, je réussis pas à le voir, mais je pense qu'on veut me remettre dans le réseau pour qu'éventuellement, de guerre large, j'aille au privé. Je comprends même pas que les animateurs de radio ne le mentionnent pas, alors que ça me semble clair comme de drôle. Mais ça, comment on dit non à ça? Bien, de toutes sortes de façons. Puis quand on regarde l'histoire du mouvement communautaire, les gains sociaux qui ont été faits au Québec ont été gagnés de chaudes luttes. Oui. Donc, ça s'inscrit dans la lutte, ça. Puis là, on est un peu en train d'essayer on lutte, en fait, pour pas perdre d'acquis. Fait que c'est difficile de faire des gains quand on lutte pour conserver des acquis, mais c'est important de se mobiliser pour conserver ce qu'on a, mais pour demander plus aussi. On le sait qu'on a les moyens. Le gouvernement actuel a dilapidé 7 milliards par année de baisse d'impôts, a dilapidé à peu près 7 milliards de chèques ponctuels pour contrer l'inflation. Donc, il y a des gens qui ont des 100 000 $ par année qui ont reçu 200 piastres. Non, je sais. Donc, il y a comme... Nordvolt aussi, c'est une belle aventure. Le troisième lien, je veux dire, le coût des études, et ça, c'est la grande mobilisation des artistes qui avaient sorti ces chiffres-là, mais le coût des études de faisabilité du troisième lien, qui est une espèce de fantasme qui veut pas mourir, là. Tout à fait, c'est fou. Mais je veux dire que cet argent-là est complètement perdu ça reviendra jamais. Non. Et on l'a pas mis dans le filet social. Puis, je veux dire, encore cette semaine, on apprenait que le gouvernement avait retiré 7 millions de dollars de groupes communautaires qui s'efforcent à travailler à l'employabilité des gens les plus marginalisés. 7 millions de dollars sur un budget de l'État, c'est des peanuts, puis on nous dit que sous prétexte d'économie, en fait, on va couper 7 millions de dollars. Puis on a donné 46 millions à des firmes d'ingénierie, dont une qui est américaine, en pleine guerre commerciale. Ce gouvernement-là est supposément nationaliste. On a donné 46 millions pour une faisabilité d'un projet qui ne verra jamais le jour. En pleine décote, en plus. Puis on a passé ça sous bâillon, alors qu'il n'y avait absolument pas de consensus, ni du côté des municipalités, des villes, ni de la population, ni des groupes écolos. Alors, une des façons de dire non, c'est ça, mais il y a quelque chose, Valérie le disait, on dit non de façon polie, c'est le texte de Marie-Josée Béliveau, on dit non de façon polie, on utilise les mécanismes qui nous sont présentés. Démocratique, supposément. La pétition, les lettres ouvertes, les mobilisations dans la rue et tout ça, et on se fait souvent dire non, mais ça, vous comprenez pas le sens du monde. Donc, tu parles de péter des gueules? Ben, l'appel à la désobéissance civile, péter des gueules, l'invitation à désobéir, je pense qu'il va falloir la saisir. Oui, mais sauf que c'est pas pour tout le monde. Ben non, absolument. Mais de s'enchaîner... Mettons, s'enchaîner, là... grimper le pont. Autour d'un CHSLD, là, mettons. Moi, j'essaie de trouver... puis je l'ai lancé l'appel ici à la balado pour ne serait-ce qu'essayer d'imaginer l'après-capitalisme. C'est une grosse mission, mais on n'aura pas le choix. À un moment donné, il faut l'imaginer. Mais c'est important, ça, d'imaginer. Parce qu'en fait, c'est ça, l'ordre du monde actuel, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on n'a pas les... En fait, c'est ça, c'est que ça a tué l'imagination. On nous dit qu'on n'a pas le choix de mettre ces déchets-là à Blainville, que c'est ça qui a été décidé, c'est ça qui va se faire. Et il y
c'est ça, c'est comme si c'était devenu impossible de penser un autre ordre du monde. Parce que les choses ont toujours fonctionné de cette façon-là et que là, il y a comme un retour de la droite qui est un peu effrayant, qui semble, on dirait, mobiliser peut-être un peu l'imagination, ou en tout cas essayer d'imaginer autre chose que ce qui est en train de se passer, parce qu'on voit bien que c'est menaçant, là. J'ai parlé puis on va l'entendre à la fin de l'épisode, avec Éric Fassin, dont vous avez eu le plaisir d'animer une discussion ici même, à la Galerie Raffin. Puis il disait qu'il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas qu'il y ait une dépression militante, mais des fois, au plus profond de mon être, j'ai l'impression qu'on est obligé d'avoir ce moment-là avec ce qui se passe aux États-Unis, puis ici, ça va arriver. J'ai l'impression que ça va prendre ça pour que les gens se réveillent, mais il va être trop tard en même temps si l'extrême droite s'installe. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, je me suis fait dire de prendre mon gaz égal par un chroniqueur. Reste raisonnable. Ouais, ça me tente pas de prendre mon gaz égal. Puis en même temps, je me dis peut-être qu'il faut laisser ça arriver pour que les gens allument. Particulièrement au Québec, où on est bonasse collectivement, souvent. Puis tu sais, moi, je trouve qu'on est loin des casseroles. Juste ça, je trouve que ça ferait du bien. Puis on dirait qu'on y arrivera pas parce que le Canadien est en série. Puis les médias en parlent. Puis c'est le fun, là. Tu sais, tout le monde parle du Canadien. La fille de la météo, elle chante la chanson du Canadien. Fait que tu sais, tout le monde Canadien. Puis je suis comme, mais voyons, Chris, c'est ça. Il y a vraiment un confort à dire oui et à laisser les choses aller. Là. Il y a des gens qui trouvent que ça fait du bien, en fait, c'est beaucoup plus facile. Puis quand on résiste, c'est nous, les personnes qui dérangent. Donc c'est ça qu'on se disait tantôt, Virginie et moi, avant de venir ici, qu'il fallait accepter de rester fatigante. Oui. D'ailleurs, vous étiez assez fatigante, vous êtes arrivé une demi-heure à l'avance. C'est vrai. Je n'étais même pas arrivé, puis il était déjà en face de le On avait hâte. Mais j'ai pas dit non, j'ai dit oui. Comme ça. Mais il y a du concret, il y a du vrai concret. Puis en ce moment, face à l'extrême droite, c'est ça que je racontais tantôt à Valérie. C'est vrai que des fois, en tout cas, le constat qu'on fait, c'est qu'on est un peu, tu sais, on a des petites pierres, des petits bâtons, puis on essaie de résister avec ça face à un ennemi qui semble absolument redoutable. Très bien organisé, qui a beaucoup d'argent. Terrifiant, violent. Sauf que, tu sais, je pense que c'est une des façons de résister, c'est vraiment d'éviter de se replier. Oui, il y a la fatigue militante, ça existe. Il faut se reposer, mais je veux dire, la militance, c'est aussi à relais, tu sais, ça se passe, ça se communique, il faut se contaminer entre nous. Il faut tabler sur les relations, il faut tabler sur l'amitié, il faut tabler sur l'exercice de refus, en fait, de refuser dès que c'est possible l'inacceptable. Refuser qu'on coupe dans les services publics parce que le filet social, en fait, en gros, là, ça s'assure que les plus marginaux, les plus marginalisés tombent pas dans une craque. Puis en ce moment, les craques sont de plus en plus béantes parce que on a laissé aller depuis 30-40 ans. Tu sais, on a eu le déficit zéro de Lucien Bouchard, on a eu la réingénierie de l'État de Raymond Bachand sous Jean Charest, on a eu l'austérité de Philippe Couillard. Puis là, ben, on veut pas dire austérité, mais je veux dire, on est clairement là-dedans. Oui, tout à fait. Mais il y a toujours des mouvements de refus de ces propositions économiques-là. Mais je pense qu'il faut poursuivre cette résistance-là. Ça passe par les manifestations, ça passe par la désobéissance civile, mais ça passe aussi... Par le dire. Par le dire. Comme on le fait présentement. Exact. Puis être fatigante, tu sais, accepter de nommer ces choses-là, de dire que ça existe et qu'il faut y résister, que c'est important pour telle raison. Puis je pense qu'effectivement, le contexte actuel est peut-être favorable à ce qu'on se dise ces choses-là, puis à ce qu'on essaie de contaminer un peu. Les gens ont une idée de la militance qui est très campée, sur le gauchisme. Ben, on n'arrête pas de les dépeindre comme ça. Mathieu Bock-Côté qui est toujours en train de parler de la fille de l'UQAM qui a les cheveux bleus. Alors que c'est ça, la résistance, ça s'inscrit dans tout. Ça s'inscrit dans s'informer auprès de son voisin s'il va bien, s'il a besoin de quelque chose. Ça s'inscrit dans faire commun, faire humanité avec les gens qui nous entourent. Donc, refuser de se replier sur soi, sur la proposition qui nous est faite de couper davantage, de se droitiser davantage. Non, mais moi, je trouvais que c'était important de parler de filet social en même temps
ce numéro sur le nom. Parce que c'est une façon de résister, en fait, d'avoir un filet social. Oui. C'est comme ça fait une boucle. Oui. Si on s'entraide, si personne lâche la main de personne, si on a de la solidarité et de l'organisation, on va mieux résister à des crises. Oui. Donc, c'est une solution en soi. Est-ce qu'on a bien circonscrit le sujet? Est-ce que vous voulez qu'on parle d'art? Moi, je vous suis. Hein. Ça, j'étais là. Oui, le lien avec la mobilisation des artistes que j'avais envie de faire, en fait, c'est qu'il y avait 2 grandes revendications des artistes qui ont été dans la rue toute cette année et qui se sont rassemblés dans plusieurs régions du Québec, toutes les disciplines artistiques. Donc, les artistes ensemble se sont rassemblés pour demander 2 choses. D'abord, plus de financement public, des bourses, ce que nous avons en bonne partie obtenu. Et l'autre revendication, c'était un filet social pour les artistes. C'est une revendication assez large, mais dans le fond, le problème qu'on vit, qu'est-ce qui fait que tout s'effondre en culture en ce moment, c'est que tout ça est lié. Il y a pas de stabilité pour les artistes. Tout fonctionne par projet, mais quand on est artiste, on doit pratiquer, on doit faire de la recherche, on doit créer. Donc tout ça, c'est pas soutenu, c'est beaucoup moins bien soutenu. Et donc, s'il y avait pas une crise du logement, s'il y avait pas des problèmes en éducation, en santé, tout ça, ça s'effondrerait moins, en fait. On a besoin de soutien dans la société en général. Donc, c'est vite devenu pour nous une lutte contre la pauvreté, cette lutte des artistes. Donc, c'est pas fini. Puis, faut pas oublier que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui vont dire, il y en a quand même beaucoup d'argent en culture. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, puis il y en a qui vivent moins l'amincissement du filet social en culture. Puis ça, il va falloir en parler aussi éventuellement. Mais les gens nous disent toujours ça, qu'il y en existe des artistes riches. Non, moi je parle pas de... Oui, mais moi c'est pas tant ça que je veux dire. C'est pas les artistes. C'est qu'il y a tout un écosystème qui gère les artistes. Puis c'est souvent les premiers à avoir l'argent qui redistribuent. Oui. Puis éventuellement, on va falloir parler de ces structures-là pour voir si elles sont optimales. C'est super intéressant. En fait, il y a beaucoup de mépris envers l'art et aussi une certaine incompréhension. Donc, c'est beaucoup plus facile de financer un projet d'infrastructure ou un projet de gestion de votre projet. Là, vous allez trouver des bourses, du financement. Tout le monde va trouver que c'est donc raisonnable votre projet. Si votre projet, c'est de l'exploration artistique, on ne sait pas quoi faire avec. Non, mais je pense à cette commission sur l'avenir du cinéma et de la télé où les experts sont les commissaires sont payés genre 166 000 pour un mandat de 8 mois. C'est-à-dire le fondateur d'Urbania, il y a les 2 autres dont le nom m'échappe, mais puis ça, il y en a en tabarouette de ça. C'est insultant, c'est comme des farces un peu, mais oui, au lieu de régler un problème, on va préférer faire une commission sur le problème qui va coûter très cher, puis après, on va pouvoir dire qu'on a consulté la société. Et cette commission-là va nous dire que ça prend plus d'argent en culture, c'est ça, avec plus de structure. C'est pas ce que les artistes demandent. Voilà. Yes. Virginie Rivière, Valérie Lefebvre-Fauché, merci. Vous restez avec nous pour entendre avec joie. La chute de l'Empire romain. C'est ça, hein, Maxime? Ben, c'est surtout la chute de l'Empire romain et nous. Bon, alors là, on va se plonger dans le Moyen-Âge? Dans la fin de l'Antiquité. La fin de l'Antiquité, bon. Monsieur Savard, pour calquer une formule célèbre, Rome brûle-t-elle? L'Empire dont nous sommes les vassaux est actuellement dirigé par un tyran pyromane qui est bien décidé à chambouler l'ordre international. Puis depuis son couronnement, les intellectuels et le commentariat n'ont pas manqué de chercher dans l'histoire des parallèles avec ce qui se passe aux États-Unis et conséquemment dans le monde. On a vu par exemple des comparaisons avec l'Allemagne ou l'Italie des années 20 et 30. Mais j'ai un autre parallèle en tête. Et avant d'aller plus loin, j'ai un petit extrait pour vous. L'Europe est à un tournant critique de son histoire. Le bouclier américain se dérobe, l'Ukraine risque d'être abandonnée, la Russie renforcée. Washington est devenu la cour de Néron, un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. C'est un drame pour le monde libre, mais c'est d'abord un drame pour les États-Unis. Alors, cet extrait qui a été viral un peu partout dans le monde provient d'une allocution donnée le 5 mars dernier par le sénateur français Claude Maluret, qui comparait Donald Trump à Néron. Pas Caroline Néron. Néron, l'empereur. Cela dit, Donald Trump, à certains égards... a fouillé. OK.
Il mobilise un thème qui revient fréquemment à chaque fois que l'Empire américain semble vaciller. C'est celui de la décadence du monde romain, celui de l'Antiquité, de son déclin, puis de son prétendu effondrement en 476. On se rappelle de ces classiques. Le déclin puis la chute de Rome constitue en réalité une obsession occidentale, au moins depuis la fin du Moyen-Âge. De tout temps, ceux qu'on pourrait qualifier de déclinistes, vous en avez déjà parlé ici. C'est vrai, ceux qui se font les prophètes de l'effondrement civilisationnel peuvent pas s'empêcher de trouver dans l'histoire romaine, comme si c'était une sorte de prophétie à décrypter les signes de notre sombre et inévitable destin. Même Denis Arcand. Il s'inscrit parfaitement là-dedans, Denis Arcand. Tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, c'est justement de ça que je veux parler. C'est de quelle façon on projette constamment nos inquiétudes sur l'histoire en général. C'est via nos inquiétudes qu'on lit l'histoire, qu'on pose des questions à l'histoire, puis que dans ce cas-là, la chute de l'Empire romain devient un peu une sorte de test de Rorschach de nos inquiétudes, de nos problèmes sociaux. La plus connue des théories sur la chute de l'Empire romain, celle que vous avez probablement appris à l'école, c'est celle des invasions barbares. Oui. L'idée qu'à partir du début du 5e siècle, des peuples germaniques ou slaves auraient violemment entrepris la destruction de l'Empire. Cette thèse-là, on la trouve dès le 18e siècle. Pour Voltaire, par exemple, comme plusieurs auteurs de son temps, Rome était un modèle civilisationnel vers lequel il fallait opérer un retour. Mais là, sont ces barbares qu'ils méprisent, ces Germains qui ont détruit Rome, pour ensuite bâtir ce Moyen-Âge sombre, je dis ça avec des guillemets, qu'il méprise. C'est de la faute de ces barbares si on est dans cette période d'obscurité que les Lumières souhaitent s'extirper. Évidemment, cette réflexion-là est profondément simpliste, mais elle obéit à un projet politique et philosophique qui est celle des Lumières, ou celui des Lumières, pardon. Entre 1776 et 1789, l'historien anglais Edward Gibbon publie son grand livre « Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain ». Ces 6 volumes constituent un peu l'un des œuvres fondamentales des sciences historiques modernes. Conservateur, mais partisan d'une monarchie constitutionnelle, il évoque, pour expliquer la chute de Rome, la corruption, le luxe excessif, le déclin des vertus militaires, ainsi qu'une centralisation excessive du pouvoir. Ce qui obéit à son propre projet politique personnel, son rapport à la monarchie. Tout cela aurait poussé l'Empire à dépendre de plus en plus des barbares pour le recrutement dans l'armée, l'administration, la main-d'œuvre. En gros, les authentiques Romains se désintéressaient des affaires de l'Empire alors que les barbares prenaient la place et affiblaient. Vous voyez où est-ce que je m'en vais? Ouais, j'imagine que Gibbon... C'est Gibbon ou Gibbons? Gibbon. Gibbon, j'imagine qu'il observait le même phénomène dans son Angleterre. Tout à fait. Oui, voilà. Les déclinistes de toutes les périodes, les déclinistes romains, parce que les Romains avaient leur propre prophète de l'Apocalypse qui voyait tout s'effondrer. C'est toujours la même chose. Les hommes sont de plus en plus faibles. Plus personne ne veut servir dans l'armée. Plus les vertus civiques s'effondrent. Plus personne ne veut participer à la vie politique. Donc là, on est obligé de faire appel à des étrangers. Ils sont pas comme nous. Et voilà, ils sont pas comme nous. Exprimant un changement dans les mentalités, la recherche a désormais abandonné le concept simpliste d'invasion barbare comme d'une espèce de projet coordonné pour détruire Rome, pour parler plutôt d'une ère des migrations, d'un large phénomène migratoire, le plus souvent pacifique et légal, qui s'étale sur plusieurs siècles et qui a produit un métissage culturel qui va persister même après la chute de Rome. Mais Mathieu Bock-Côté lui-même, en recevant historiens et historiennes, a condamné cette lecture jugée trop multiculturelle et trop peu dramatique de l'histoire romaine. Ben, le mouvement anti-immigration s'est évidemment approprié le thème de l'ère des migrations, et notamment les partisans de la théorie du grand remplacement, qu'on peut déjà trouver des éléments chez Gibbon sans qu'il l'appelle comme ça, mais on peut voir des filiations. Par exemple, le néo-fasciste Guillaume Faye, français, parlant en 2000 d'un choc ethnique causé par les vagues migratoires qui mènera à l'effondrement ou à la guerre civile en renvoyant directement à l'Antiquité romaine. On dirait une chronique de Joseph Facal. C'est ces gens-là, c'est des amis, ces gens-là. C'est gens. Mais cette idée-là apparaît aussi sous la plume d'historiens et d'historiennes de droite. En 2016, l'historien allemand Alexander de Mandt
comparait la politique d'accueil des réfugiés de la chancelière Angela Merkel à une répétition des invasions barbares. Il évoque une population romaine rendue apathique par la prospérité et la sécurité, sombrant dans la décadence, et donc qui ne pouvait plus résister à cette vague migratoire. Cette prise de position a reçu la condamnation à peu près universelle de la recherche universitaire, qui voit une simplification à outrance des phénomènes de jadis et des phénomènes d'aujourd'hui. Pour la recherche, les conquêtes militaires violentes qui ont bien eu lieu de la fin du 5e siècle sont bien davantage des conséquences que des causes de la chute de l'Empire romain. C'est-à-dire c'est l'affaiblissement du monde romain qui n'est pas lié à des vagues migratoires qui ont duré de toute façon plusieurs siècles. Et de toute façon, l'Est de l'Empire romain, qu'on appelle souvent l'Empire byzantin, a vécu la même crise migratoire et ne s'est pas effondré. C'est vrai. Mais parfois, l'envahisseur n'est pas tant des individus que des idées qui mettent en péril la cité. Profondément anticatholique, Gibbon accuse le christianisme d'avoir détourné les citoyens romains des devoirs civiques, puis les avoir retournés... Cette religion de Féfi. Oui, ben, c'est un peu ce qu'il dit. Il parle évidemment d'une religion faible, poussant les citoyens vers des préoccupations spirituelles, vers l'au-delà, et non plus vers l'affaire militaire, l'affaire de l'État. Non, mais on en profite parce qu'avec la mort du pape, il y a des figures... homosexuelles? Non, des figures républicaines qui ont célébré la mort de l'Antéchrist. Tout à fait. Parce que c'est pas les bons chrétiens. Ben, c'était le pape woke. Oui, c'est ça, voilà. Cette analyse obtiendra un considérable succès dans l'Europe des Lumières, qui justement cherche à s'émanciper de l'Église catholique. Donc l'idée de montrer l'Église comme la responsable de la chute de cette grande civilisation, c'est tentant. Toujours au 19e siècle, Nietzsche voit dans la religion chrétienne une source de décadence ayant sapé la grandeur romaine. Puis le surhomme. Oui, ben voilà, c'est ça. Le christianisme enseignerait des valeurs de faiblesse, de pacifisme, d'égalitarisme, d'humilité, de pitié, ce qui serait contraire à l'essence de la grandeur de la civilisation romaine. Toujours très sympathique, ce Nietzsche. Quant à elle, la droite et l'extrême droite contemporaine n'ont pas manqué de voir un parallèle entre la christianisation de l'Empire et l'islamisation de l'Occident. Je mets beaucoup de guillemets à islamisation, qui viendrait paradoxalement saper nos valeurs judéo-chrétiennes et menacerait paradoxalement, encore une fois, du même sort que l'Empire romain. Cette idée, on la trouve chez Renaud Camus, le grand théoricien du grand remplacement. On le trouve chez Éric Zemmour, très clairement. On trouve même des auteurs pour faire du wokisme un nouveau christianisme qui va causer la chute de l'Empire de l'Empire occidental ou de l'Occident, ou appelez ça comme vous voulez. Puis on le voit par exemple en janvier 2021, Sean Thomas dans The Spectator dit clairement le wokisme est un nouveau christianisme et il va mener à notre perte. Des nouveaux curés. Oui, voilà, tout à fait. Je tiens à dire que J.D. Vance se met du crayon, hein. Il se met du eyeliner. Donc, le wokisme est en train de fissurer le gouvernement Trump. Et Peter Exet, qui s'est fait installer un studio maquillage pour ses présentations télé. C'est drôle parce que... Donc, il y a de l'espoir. C'est drôle, je vais y venir parce que Ronald Reagan mettait en cause les hommes qui se maquillaient. Donc, je vais y revenir. La recherche récente, comme les travaux du grand historien Peter Brown, montrent qu'en fait, de telles théories s'appuie surtout sur du feeling, ne s'appuie pas vraiment sur les sources ou les données. En réalité... du feeling? Il dit pas comme ça, mais... C'est une question de feeling. En réalité, le christianisme, s'il a bien causé des conflits sociaux à Rome, a été bien davantage un facteur de continuité dans le monde romain. Il n'a pas fondamentalement chamboulé l'ordre social. L'une des plus anciennes thèses sur la chute de Rome, c'est celle de la décadence morale. On trouve déjà chez les auteurs romains eux-mêmes, ainsi que les auteurs chrétiens, tout ce mythe de l'homosexualité généralisée, les orgies, les festins orgiaques, tout ça, ça vient de déclinistes romains eux-mêmes. Ah, les jeunes, ils pensent juste à baiser, mais ils travaillent pas, sont paresseux. Sont toujours en train de regarder leur papyrus. Oui, mais justement, quand on lit ces auteurs-là, qui sont bien réels,
il faut se mettre dans la tête qu'on a affaire à des auteurs conservateurs, comme si on lirait du Christian Rioux. Si dans 2000 ans, on voyait « Christian Rioux a dit que tous les jeunes sont paresseux. Attention, allons voir les données. » On n'a pas besoin d'attendre 2000 ans pour ça. Hein. Les historiens du dimanche vont bien plus loin, puis ça, c'est un de mes préférés. Dans un discours donné en 1969, Ronald Reagan avance que la chute de Rome s'explique par une multiplication de pauvres paresseux, s'appuyant sur les services de l'État. En 69, il est déjà politicien, Reagan. Il n'est plus comédien. Non, oui. En même temps, on peut être les deux en même temps. Oui, voilà. Des pauvres s'appuyant sur les services de l'État, par la croissance des taxes et de la bureaucratie, ainsi que par la féminisation de jeunes hommes s'adonnant à l'homosexualité, se maquillant et refusant le service militaire. Bon, on n'en sort jamais. Évidemment, le caractère réganien de l'analyse est assez évident et aussi n'a aucun fondement historique. Mais on voit comment on perçoit dans Rome ce qu'on veut bien voir dans notre propre société. En 1977, l'antiféministe Phyllis Schlafly, elle mettait en cause la prétendue libération des femmes romaines. Et donc, le féminisme contemporain mènera à des phénomènes bien sûr. Similaires. Est-ce qu'il y a eu vraiment une libération? Absolument pas. La société les femmes romaines ne conduisaient pas des chars. Un peu dans le monde, dans le christianisme, considérait des femmes comme des êtres humains à part entière, mais on peut pas parler de grande libération des femmes à Rome. En 2012, Ben Carson, futur candidat aux primaires républicaines, lui parlait de l'autorisation du mariage homosexuel qui allait nécessairement mener à notre effondrement. Et là, je vais en donner un dernier exemple. 2017, la militante transphobe Camille Paglia soutenait dans une conférence que c'est la fluidité de genre et la transidentité qui a mené à la chute de Rome et qui mènera aussi à notre perte. Ben oui. Donc, le dernier parallèle que j'aimerais nommer, c'est l'élément de décadence politique. J'ai parlé beaucoup de la droite depuis le début, mais je veux montrer qu'il existe aussi chez les libéraux ou à gauche le both-sidisme, des déclinistes, je veux dire des déclinistes de gauche. Oui. Les penseurs libéraux du 18e siècle, par exemple, sont particulièrement fascinés par la chute de la République romaine, qui à la suite du coup d'État de Jules César en 49 avant Jésus-Christ, puis le couronnement d'Auguste en 27 avant Jésus-Christ, qui est considéré comme le premier empereur romain, opérait un changement de régime, donc un passage d'une république vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'Empire, même si le terme n'était pas utilisé à l'époque. Une sorte de monarchie, si on peut dire. Montesquieu fait de la République un modèle de séparation des pouvoirs, explique que peu à peu, un petit groupe d'individus ont concentré les pouvoirs et la richesse, ce qui entraîna une perte de confiance de la population dans les institutions. C'est intéressant. Alors que les inégalités croissaient et que la guerre civile se pointait à l'horizon, on accorda de plus en plus de pouvoir extraordinaire à quelques individus afin de ramener l'ordre. Évidemment, pas besoin de vous expliquer que cette analyse-là a été largement reprise tant par des libéraux que par des gens beaucoup plus à gauche, même des marxistes, pour expliquer notamment la montée des fascismes. C'est le cas de Gramsci dans les années 30, le grand théoricien marxiste italien dont on parle trop peu, alors que je pense que c'est l'auteur à lire pour notre époque. Lui, il cherchait... Gramsci, c'est lui qui a écrit la majorité de son œuvre en prison. Tout à fait. Alors qu'il était en prison, il essayait d'expliquer d'un point de vue marxiste la montée au pouvoir de Mussolini. Et sa thèse étant que quand les classes dominantes n'arrivent plus à imposer leur hégémonie culturelle et que les classes subalternes ne sont pas capables de prendre le pouvoir, émerge ce qu'il appelle une figure césarienne, c'est-à-dire une personne dotée de charisme qui arrive et qui promet de ramener l'ordre. Mais là, on voit que son analyse qui a tout à fait de sens, mais on voit comment il vient mobiliser un personnage de l'Antiquité romaine pour montrer que ce type de figure-là a des parallèles à plusieurs moments dans l'histoire, parce qu'il nomme notamment Napoléon comme une figure césarienne aussi. Donc, la fin de la République devient une sorte de mise en garde contre le populisme chez les libéraux contemporains, notamment les libéraux américains comparent par exemple Donald Trump ou Elon Musk à César. Et même si cette comparaison-là est parfois boiteuse, elle est intéressante. César a été assassiné par son fils. C'est compliqué. Son fils adoptif, donc Brutus, mais aussi par une bonne partie du Sénat rassemblé. Parce qu'Elon Musk a 14 enfants. Oui. Fait que les chances sont bonnes. Oui. Puis il en a au moins une qui est connue pour ne pas l'apprécier particulièrement.
Et il y a un Sénat aux États-Unis. En tout cas, OK. Oui, voilà. Ouais. Il faut juste pas qu'il aille au Sénat dans le milieu de Mars, parce que c'est les îles de Mars, c'est là que César est assassiné. Okay. Beware the Height of Mars. En tout cas, bon. Signe des temps, des chercheurs et des chercheuses tout à fait sérieux proposent désormais de considérer 2 nouveaux phénomènes ayant contribué à la chute de l'Empire romain, des changements climatiques et des épidémies. Ah, bon. Donc, l'histoire est toujours contemporaine, disait Benedetto Croce, grand historien italien. Mais le problème avec l'histoire, c'est une ligne que je répète souvent, le problème avec l'histoire, c'est que ça a l'air facile. Tout le monde est un peu capable de se faire historien en trouvant 2 phénomènes à peu près similaires, puis tirer des grandes conclusions universelles. Sur son blog, l'historien américain Harold Drake ironise ainsi, et je cite, « Les règles sont simples. Prenez n'importe quel problème qui vous tracasse aujourd'hui, ajoutez le mot Rome, et voilà, vous venez de découvrir pourquoi le plus puissant empire de l'histoire occidentale a pris fin. » Puis c'est là l'un des rôles de l'historien ou de l'historienne engagé, de complexifier les connaissances, de déconstruire les mythes faciles, de rappeler que le passé était radicalement différent du nôtre. Maxime Laprise, merci. C'était bien intéressant de vous retrouver. Un grand plaisir. Vraiment. Complicité intellectuelle du terrorisme. C'est ce point-là, moi, que je souhaite souligner en ce moment. C'est qu'on a été, notre société a été beaucoup trop perméable à des courants de pensée, à des par exemple, des milieux intellectuels, des milieux universitaires, citons-les. Oui, bien sûr, on peut les citer. Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université, il fait des ravages quand une organisation comme l'UNEF cède à ce type de choses. Regardez dans cette affaire, ce n'est pas un assassin seul. C'est un assassin qui est conditionné par d'autres gens, en quelque sorte, les auteurs intellectuels de cet assassinat. Éric Fassin, deuxième présence à la balado. Avec un grand plaisir. Je dis la balado. Je sais que... En France, vous êtes quoi, un podcast? Un podcast, oui, parce que on est quand même un peu américanisé. Hein. Pour une fois que le féminin l'emporte, j'ai décidé de dire la balado. Mais j'ai compris aussi que les gens disaient la COVID. Oui, voilà. Ici, et donc je me suis dit que ça n'avait pas que des bons côtés. C'était le contexte où on s'est rencontrés la première fois. Vous étiez en France, on avait fait l'entrevue en ligne. Et là, vous êtes de passage à Montréal. Dans quel contexte? Alors, le point de départ, c'est une invitation pour un colloque sur les libertés académiques. Oui. Et donc, j'étais amené à prononcer la conférence d'ouverture puisque je travaille sur ces questions. Oui. Et puis, on en a profité avec des amis comme Melika Abdelmoumen et avec aussi Amine Perez, qui est sociologue à l'UQAM, pour organiser une série d'événements et donc avoir l'occasion de discuter avec des gens différents. Ouais, voilà. Donc, vous êtes sociologue. Je suis sociologue et je me décris comme sociologue engagé, c'est-à-dire non pas exactement militant, c'est-à-dire que je ne suis pas... engagé dans une association ou dans un parti, mais en revanche, j'essaie de défendre l'idée que la sociologie, ça n'est pas neutre. Ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisqu'on nous parle beaucoup de neutralité axiologique, et on se réclame de Max Weber, qui n'a jamais dit ça, et qui, à certains égards, a dit le contraire, c'est-à-dire qu'avoir un point de vue sur le monde, eh bien, ça donne un levier pour comprendre le monde. Ouais. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que ce soit la même chose que l'opinion ou que l'idéologie, mais ça veut dire que, forcément, ça engage une vision du monde. Donc, il n'y a pas de manière neutre de décrire le monde. Vous avez publié en 2024 Misère de l'anti-intellectualisme, du procès en wokisme au chantage à l'antisémitisme. Vous travaillez beaucoup sur les théories de genre? Oui, je suis dans le champ des études de genre depuis 35 ans, ce qui fait un long moment. Et j'ai commencé à travailler dans ce domaine à un moment où, en fait, c'était tout à fait illégitime. C'est-à-dire que il y avait presque personne et c'était très peu considéré. Entre-temps, les choses ont changé. En particulier dans les années 2000, il y a eu une sorte d'engouement avec le sentiment que c'était moderne. Et donc, pour se rallier à cette modernité... Voilà, donc... mais en fait, heureusement, depuis les années 2010, il y a plutôt des campagnes de haine contre les études de genre qui sont appelées théories du genre en France. Oui, qui sont appelées... moi-même, j'ai utilisé. Qu'est-ce qu'on dit exactement? En fait, c'est les études de genre. Donc d'ailleurs, je publie dans 3 semaines un que sais-je qui s'appelle les études de genre. Ah bon. Et mais en fait, bien sûr qu'il y a les théories dans le champ des études de genre. Simplement, c'est pas une théorie unifiée. Et quand on dit une théorie, la théorie du genre, c'est pour dire qu'au fond, ce serait un dogme. Et qu'en plus, ce serait pas de la science puisque ce ne serait que des théories. Comme si la science ne reposait pas sur des théories. Dans votre livre, vous vous intéressez à 2 contextes précis de l'anti-intellectualisme, c'est-à-dire la France et les États-Unis.
Et vous utilisez la polémique. Vous le dites rapidement dans l'essai. Sociologiquement, qu'est-ce qui est intéressant par rapport à la polémique? Alors, effectivement, c'est une manière de travailler, une manière de composer des objets sociologiques, pour moi, importante, et pas seulement depuis ce livre, mais depuis le début des années 90. Les polémiques, c'est des moments où on voit se constituer des enjeux, c'est-à-dire qu'est-ce qui importe à un moment donné dans une société donnée. Donc, par exemple, au début des années 90, j'avais travaillé sur la controverse sur le politiquement correct. Et le politiquement correct, en fait, je me suis rendu compte que c'était intéressant de l'étudier non pas comme un fait, il y a du politiquement correct, à quel point est-ce que c'est grave, etc., mais comme une controverse. Et c'est donc déplacer un peu l'objet. Et je crois que c'est une manière de procéder qui nous permet de penser politiquement la société, c'est-à-dire ce qui se joue politiquement dans toutes ces batailles. Est-ce que l'anti-intellectualisme actuel, puis on va y revenir évidemment parce que vous développez le concept dans votre essai, est-ce que c'est un rejeton du politically correct des années 90? Est-ce qu'on est rendu plus loin? Est-ce que c'est plus large? Alors, au début des années 90, il y a eu une offensive donc contre le politiquement correct qui... Parce qu'il y a des choses qui se ressemblent entre les deux. Là. Absolument. Hein, les acteurs? Absolument. Il y a des personnes qui sont les mêmes, avec les mêmes mots. Par exemple, moi j'ai vu revenir l'expression macartisme de gauche, qui était une manière de dénoncer. Alors, on parlait de macartisme de gauche, on parle aussi de cancel culture ou culture de l'annulation. Donc en fait, l'idée, c'est que la gauche serait intolérante et la droite serait donc tolérante. Alors il y a quelques raisons d'être un peu sceptique par rapport à cette formulation aujourd'hui, mais il y a quand même des continuités, effectivement. C'est que ce qui est attaqué, ce ne sont pas simplement des groupes sociaux, des mouvements sociaux, par exemple le mouvement des femmes, ou par exemple le mouvement noir aux États-Unis, donc MeToo, Black Lives Matter. Donc c'est pas seulement ça, c'est le lien avec des champs d'études. Donc à la fois les études de genre, et ça c'est ce qu'on a vu beaucoup se développer. Alors d'abord c'était plutôt du côté du Vatican, mais ça s'est répandu un peu partout. Vous dites que c'est un peu le point de départ de l'anti-intellectualisme actuel, c'est le milieu des années 90? Alors la critique du Vatican, elle remonte en gros à 1995, dans un congrès mondial de l'ONU, et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ça n'est pas encore de l'anti-intellectualisme, parce que le Vatican, eh bien, il croit beaucoup à la chose intellectuelle. En particulier, on avait un gardien du dogme qui est ensuite devenu pape, Benoît XVI, le cardinal Ratzinger, qui était lui-même un grand intellectuel, qui par exemple pouvait débattre avec Habermas. Donc les théologiens catholiques qui se sont opposés au concept de genre, aux études de genre, ils ont essayé de le faire en termes théoriques. La mutation de ce discours, c'est dans les années, on va dire 2010. C'est-à-dire au moment où, en France, mais aussi dans d'autres pays comme le Brésil et de plus en plus dans des pays qui vont jusqu'à la Russie de Poutine et bien sûr les États-Unis, eh bien on a vu se développer un autre discours, c'est-à-dire que au fond, l'anti-intellectualisme, c'est de là qu'il date, c'est des années 2010. Et on a parlé de populisme, mais en réalité, de plus en plus, on comprend qu'il s'agit de néofascisme. Et c'était le cas, par exemple, avec Bolsonaro au Brésil, qui a essayé de mobiliser, et avec un certain succès, cette rhétorique anti-genre, non seulement contre l'homosexualité, avec la rumeur folle d'un kit gay qui serait distribué dans les écoles, mais aussi, plus généralement, avec l'idée... Oui, c'est pas drôle. Mais non, c'était très impressionnant. Et ensuite, dès qu'il a été élu, eh bien, sa ministre de la Famille et des Droits Humains, qui était une pasteur évangélique, eh bien, elle a dit les garçons doivent être en bleu et les filles en rose, reprenant donc des codes de couleur bien français de la Manif pour tous. Donc, en fait, on voit qu'on est passé de quelque chose qui était une critique théologique, c'est-à-dire une inquiétude sur le fait que l'ordre du monde ne serait plus dicté par Dieu, mais serait dicté par les hommes et les femmes. Ce qui est encore plus inquiétant, il faut bien le dire. Mais aussi, ce qu'on a vu, c'est que ça voulait dire que en réalité, c'était les savoirs qui étaient problématiques. Et le sens commun est devenu un argument de droite très fort contre ces intellectuels élitistes. Et c'est une chose que j'essaie de souligner, c'est que on a vu toute cette rhétorique sur les bobos qui ont des pratiques culturelles tout à fait
loin du peuple, dans leurs pratiques alimentaires, qui vont manger du tofu, ou bien qui font du vélo. Qui font du vélo, qui boivent des lattés, etc. Donc ces gens étranges dont les pratiques culturelles dénoteraient une forme d'arrogance, et cette arrogance, eh bien, elle est censée définir les élites. Alors le problème, c'est que on vit dans un monde où... En fait, excusez-moi, vous le dites très bien, c'est que la richesse n'est plus quelque chose qui sépare les classes sociales. C'est la sophistication. C'est le discours, en fait, qu'on utilise. Voilà, c'est ce que j'appelle une lutte des classes de droite. C'est-à-dire la lutte des classes de droite, c'est que au fond, les vraies élites qu'il faudrait combattre, ce sont les gens qui lisent des livres, surtout s'il y a des notes de bas de page. Voilà. Alors des livres pas d'images. Voilà. Alors que, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le monde dans lequel nous vivons? C'est que le poids de la richesse, il ne cesse de s'accroître avec les inégalités. Les milliardaires, eh bien, ils pèsent très lourd. De quoi parle-t-on aujourd'hui? D'oligarchie. Qu'il s'agisse de la Russie de Poutine ou qu'il s'agisse des États-Unis de Donald Trump. Donc en fait, il y a une manière d'inverser la réalité, de faire comme si le capital économique, ça comptait pas, parce que au fond, le capital économique n'empêche pas que les gens qui sont milliardaires, c'est des gens normaux. Ils vivent comme tout le monde. Après tout, ils peuvent parler de manière très simple. Ils n'ont pas des mots d'étymologie grecque avec 5 syllabes. Donc, en fait, ils sont comme nous. Ils sont comme nous. Et ça, c'est la rhétorique d'une lutte des classes de droite opposée à une lutte des classes de gauche qui met en avant le fait que les inégalités sont en grande partie, aujourd'hui, plus que jamais, des inégalités économiques. Mais comment on fait pour combattre ça? Parce que, et là, le sociologue en vous, je le sollicite, ce retournement, c'est un grand succès, là. Alors, il y a effectivement, de ce point de vue, ce que je décris comme une sorte de convergence entre une logique néofasciste qui dit tout cet élitisme, non seulement c'est désagréable, mais au fond c'est dangereux parce que les savoirs critiques, ils mettent en danger l'ordre du monde. Ça, c'est une caractéristique de tous les fascistes. Voilà. Mais le néolibéralisme, en même temps, qu'est-ce qu'il dit? Tous ces savoirs critiques, c'est inutile, c'est une perte d'argent. On ferait mieux de produire de la richesse. Comme si l'intelligence collective n'était pas une source de richesse. Donc on vit à un moment où il y a une convergence entre ces deux logiques, soit qu'on trouve que c'est dangereux d'avoir une pensée critique, c'est-à-dire de se poser des questions sur l'ordre du monde, soit qu'on trouve que c'est inutile. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer dans beaucoup de pays, une sorte d'alliance entre des logiques néolibérales et néofascistes, et la difficulté, c'est de savoir effectivement qu'est-ce qu'on fait pour ne pas se laisser embarquer dans cette dérive dont on voit aujourd'hui les effets catastrophiques aux États-Unis. Vous parlez d'un essai au début de votre livre, c'est l'essai de l'historien Richard Hofstadter. C'est un essai américain paru en 1964 qui, je crois, analysait la campagne électorale de 1952 entre Adlai Stevenson et Dwight Eisenhower. En fait, c'est un livre qui est la réflexion d'un historien important qui a beaucoup analysé la spécificité états-unienne du libéralisme, mais aussi de l'antilibéralisme aux États-Unis. Et en particulier, ce qui est déterminant de son livre, c'est l'ombre du macartisme. C'est-à-dire que le macartisme, c'est la prise de conscience du fait que quand on s'en prend aux communistes, on s'en prend en même temps au milieu culturel et au milieu intellectuel, avec bien sûr une répression. C'est pas anodin, là. Il savait ce qu'il faisait, là. Voilà, c'est que, en fait, ça résonnait très fort pour beaucoup de gens au début des années 60. On se souvenait très bien de cette bataille et comment une sorte d'anti-élitisme culturel ou intellectuel à la Eisenhower contre les eggheads, donc ces élites en tête d'œuf, eh bien, ça pouvait déboucher sur le macartisme. Et je crois que là, il y a quelque chose qui est très important à penser pour aujourd'hui, c'est qu'on aurait pu croire que ça renvoyait, et c'est ce que suggérait son essai, à une histoire spécifiquement états-unienne. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Regardons l'Argentine de Milei, regardons le Brésil de Bolsonaro, regardons la Russie de Poutine, regardons la Hongrie de Viktor Orban, regardons l'Inde de Modi, etc. Je crois que nous avons intérêt à réfléchir à la conjoncture nouvelle qui n'est pas simplement liée à telle ou telle culture, mais en fait qui est liée au monde néolibéral dans lequel nous vivons, c'est-à-dire à cette convergence entre
la dénonciation de savoirs inutiles et la dénonciation de savoirs dangereux. Comment ça se manifeste en France? Parce que, puis vous le dites dans votre essai, l'anti-intellectualisme américain, c'est quand même un grand contraste avec la figure de l'intellectuel français. Alors l'expression, enfin le mot intellectuel en français et en France, il est apparu effectivement à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Mais c'était déjà une insulte. D'être un intellectuel. Ça a commencé par être une insulte. Donc c'est intéressant. Il y a eu un retournement du stigmate, c'est-à-dire une manière de s'approprier ce terme comme une forme noble d'engagement. Mais il ne faut pas oublier que ça a toujours déjà été une insulte. C'est-à-dire que se revendiquer intellectuel, et pour moi aussi aujourd'hui revendiquer ce que j'appelle l'intellectualisme, c'est une manière de s'insurger contre l'anti-intellectualisme. Donc en fait, on n'est pas intellectuel, on le devient face à l'anti-intellectualisme, de même que on pourrait dire, comme Didier Ribon à propos de l'homosexualité, que c'est l'injure qui constitue l'homosexuel, de même que c'est le sexisme qui constitue les femmes, de même que c'est le racisme qui constitue les noirs, et de même que c'est l'antisémite qui fait le juif, comme disait Sartre. Mais cela dit, être intellectuel en France, ça n'a pas la même portée. Puis vous rappelez que même Emmanuel Macron, à ses débuts, se réclamait bien sûr d'un certain intellectualisme. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que le temps est fini pour lui de se réclamer de Paul Ricoeur. En fait, ce qu'il commence à faire... Aujourd'hui, on a de la difficulté à imaginer que ça puisse être possible. On a oublié qu'il a eu... une phase, un moment intellectuel revendiqué. Pourquoi? Parce que à partir de 2020, en fait, il a commencé à préparer sa réélection de 2022 en lançant une offensive contre les intellectuels. D'abord en disant au sortir du premier confinement du Covid en juin 2020, en disant que les universitaires sont coupables, ils ont cassé la République en deux et ils ont contribué à une ethnicisation de la question sociale. Alors ça m'interpellait d'autant plus que j'ai publié il y a 20 ans, co-dirigé un livre qui s'appelle « De la question sociale à la question raciale ». Donc, mais ensuite, il a enchaîné sur la loi sur le séparatisme, et dans cette loi sur le séparatisme, étaient mis en cause les savoirs importés des États-Unis en sciences sociales. Donc, il y a véritablement une offensive qui s'est jouée avec des termes comme islamo-gauchisme, comme cancel culture, comme wokisme, etc. Et bien sûr, les attaques contre la théorie du genre et contre le mot race et contre le mot intersectionnalité, etc. Tout ce lexique a été l'objet de véritables persécutions, puisque par exemple, on a eu quand même la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui a fini par réclamer en 2021 une enquête sur l'islamo-gauchisme dans l'université. Donc la pression est très forte, et bien sûr, elle a redoublé depuis le 7 octobre 2023, avec l'accusation systématique d'antisémitisme contre la gauche, et en particulier la gauche universitaire. On va l'aborder tout de suite, cette question de l'antisémitisme, Éric Fassin, parce que j'ai l'impression, qu'en lisant votre essai, on se rend compte que dans le fond, c'est un cheval de Troie, l'antisémitisme, pour s'attaquer à beaucoup plus large. Alors, je suis toujours attentif à... Je fais attention en disant ça, parce bien que sûr, c'est complexe. Je suis attentif à dire que oui, il y a de l'antisémitisme. Oui, il y a de l'antisémitisme aussi à gauche. Après, on peut voir ce que disent les enquêtes, mais ce qui est certain, c'est qu'aux États-Unis, on voit de manière caricaturale que des gens qui sont des antisémites patentés peuvent se revendiquer comme des remparts contre l'antisémitisme. C'est le cas de Elon Musk. Elon Musk, je le rappelle dans ce livre, il défend une théorie du grand remplacement, qui n'est pas tant une théorie qu'un slogan, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est la version états-unienne de ce grand remplacement qu'il défend, à savoir que c'est pas simplement que les populations non blanches vont remplacer les populations blanches, mais que c'est à l'instigation des Juifs. Ça c'est un vieux complot, ça. À Charlottesville, en 2017, on avait non seulement des gens qui criaient « You will not replace us », vous ne nous remplacerez pas, mais qui criait aussi « Jews will not replace us », les Juifs ne nous remplaceront pas. C'est en particulier l'antisémitisme qui vise George Soros de manière internationale. Et vous donnez des exemples de Elon Musk, des choses qu'il écrivait sur Twitter avant qu'il l'achète. Ça se peut pas, là, comment c'est de l'antisémitisme puissance 10, là. Ce qui est surprenant, c'est qu'on soit surpris quand il fait un salut nazi.
Parce que en réalité, vous allez là, c'est un salut nazi. J'avais fait de blague. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut avoir l'impression que ça vient de nulle part, mais ça voudrait dire qu'on n'a pas regardé ce qu'il a fait avant. Mais non, c'est ça. La preuve que c'est un salut nazi, c'est que Steve Bannon fait la même chose quelques semaines plus tard pour montrer qu'ils sont bien en concurrence pour la faveur de Donald Trump. Voilà. Donc, en fait, on savait déjà qu'en 2017, au moment de Charlottesville, le président, à l'époque, donc Donald Trump, disait « Oui, il y a des gens bien des deux côtés ». Donc il y a des gens bien chez les fascistes et chez les antifascistes, chez les gens qui revendiquent de combattre le racisme et chez les gens qui revendiquent le racisme. Au fond, c'est une sorte de neutralité politique, mais qui en réalité veut dire que on favorise cet antisémitisme. Simplement, ce qui se passe, c'est que ensuite on va pouvoir dire que la gauche est antisémite. Pourquoi ? Parce que il va y avoir une partie de la gauche qui va défendre les Palestiniens lorsque les attaques contre Gaza se déploient. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est tout à fait remarquable, c'est qu'on va voir que les républicains, ils vont se mobiliser avec cet argument-là aux États-Unis pour discréditer la gauche des campus, obtenir la tête de présidente d'université à partir d'une manipulation très claire et dont on voit encore les effets aujourd'hui. Simplement, non seulement ils n'en ont rien à faire de l'antisémitisme, mais leur objet, c'est pas l'antisémitisme, c'est l'alliance avec Israël. Ce qui est tout à fait autre chose. Netanyahou, effectivement, a une grande sympathie pour Elon Musk. L'antisémitisme d'Elon Musk ne gêne pas le moins du monde Netanyahou. D'ailleurs, l'extrême droite israélienne invite l'extrême droite européenne, y compris, par exemple, Jordan Bardella, en Israël. Donc, l'alliance, ça n'est pas entre des gens qui seraient pour les juifs contre d'autres qui seraient contre les juifs. C'est une alliance entre des logiques d'extrême droite qui peuvent amener l'extrême droite israélienne à faire alliance avec l'extrême droite européenne, avec l'extrême droite aux États-Unis. Donc, mon argument, c'est que si on se focalise sur les termes tels qu'ils sont donnés, on ne comprend rien. Parce que, en fait, si on veut comprendre pourquoi il est possible pour des Israéliens d'extrême droite de défendre des Américains d'extrême droite, eh bien, il faut se dire que la question de l'antisémitisme n'est pas déterminante. Ce qui est déterminant, c'est l'idéologie d'extrême droite, c'est-à-dire des conceptions ethno-raciales de la nation. Et on voit que actuellement, qu'est-ce qui est en train de se passer aux États-Unis ? Eh bien, le combat contre l'antisémitisme, en réalité, c'est un combat contre la diversité, contre les politiques de diversité. On voit que, par exemple, quand on licencie... C'est un élément du fascisme aussi. Bien sûr, les minorités sont toujours persécutées dans ces logiques néofascistes. Et donc, on voit que, par exemple, quand on limoge des gens, ce sont beaucoup plus souvent des femmes et des noirs. Tout à fait. Donc, je crois qu'il est très important de ne pas accepter les termes tels qu'ils nous sont donnés dans le débat public, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes pour ou contre l'antisémitisme ? Évidemment, on est contre. Simplement, les gens qui se réclament d'être contre l'antisémitisme, parfois, eh bien, ce sont des antisémites. Et je crois qu'on a intérêt à être lucide et donc à écarter cette question, non pas pour la nier, mais simplement pour reformuler. Il y a des alliances contre nature entre des gens, par exemple en Israël, et des gens, par exemple en Europe ou aux États-Unis, qui n'ont en commun que le fait d'être extrême droite et de défendre des visions ethno-raciales de la société. Éric Fassin, est-ce que les médias vont nous aider? Parce que à discerner l'utilisation des bons concepts, parce que vous en parlez pas beaucoup, mais moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup dans la balado, avec Philippe de Grosbois, entre autres, qui est un sociologue qui s'intéresse aux médias. Il y a un passage où vous dites le positivisme des journalistes, c'est-à-dire cette idée que parce qu'ils traitent les faits de façon neutre, ça les prémunit. En fait c'est des espèces de gardiens de la démocratie, et vous dites que finalement, les termes ont changé, les concepts ont changé. Il va falloir peut-être aussi changer notre approche journalistique par rapport à ce qui se passe. Ce que j'ai constaté depuis les années 2010, les médias restaient dans une logique qui est celle du débat libéral. C'est-à-dire, on va entendre les deux côtés. Voilà. Ce qu'on appelle le both sidisme ici. Voilà. C'est quelque chose qui a été critiqué depuis longtemps. Avec l'idée attribuée à Godard que ce serait 5 minutes pour les nazis et 5 minutes pour les juifs. Et en réalité, c'est une formule tellement... qui dit bien les choses. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur d'autres questions, c'est-à-dire sur le racisme, sur le sexisme, sur etc. Donc, en fait, l'idée du débat, elle suppose un monde libéral.
c'est-à-dire où les arguments pourraient être développés. Or, dès le début des années... En fait, tout le monde a le même poids. Voilà. Il n'y a pas de logique de pouvoir et un argument contre un autre. C'est sur une espèce de balance Alors, il y a d'une part... et nous, on fait la différence. Voilà, il y a l'idée que c'est un libre marché des idées. Le libre marché des idées, c'est une conception libérale, bien sûr, mais qui fait abstraction des rapports de pouvoir. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui, moi je l'avais constaté dès le début des années 2010 avec les offensives contre la supposée théorie du genre, c'est que on peut demander à quelqu'un qui travaille dans ce champ d'études depuis 20 ans de débattre avec quelqu'un qui vient juste de publier une tribune dans le Figaro. Au fond, ça se vaut, tout n'est qu'opinion. Et l'idée que tout n'est qu'opinion veut dire que ça permet de faire passer de drôles d'opinions. Tout à fait. Et c'est ce que la droite a réussi de manière très forte, et l'extrême droite en particulier, au nom de la liberté d'expression, de mettre au même niveau des discours racistes qui reposent sur n'importe quoi, et de les mettre à égalité avec des réflexions plus rigoureuses à visée antiracistes. Tout ça, au fond, c'est la même chose. Donc, les médias continuent de faire comme si on était dans un monde libéral, alors qu'on est dans ce que j'appelle un moment néofasciste du néolibéralisme. Je crois que d'abord, il n'y a pas qu'ici qu'on hésite à utiliser le mot. Pour ma part, j'avais utilisé ce mot pour la première fois en 2018 dans le Monde, et j'ai eu l'impression que c'était franchir une étape. Parce que, en fait, même pour parler de la première élection de Donald Trump, beaucoup de gens, y compris parmi ceux que je respecte le plus, étaient très réticents à réduire ce présent au passé. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je parle de néofascisme. Alors, à quoi ça sert de dire néofascisme ? Eh bien, ça évite d'euphémiser avec populisme, d'abord. Parce que, au fond, si on dit populisme, ça a l'air plutôt sympathique. On est tous plutôt pour le peuple. Le peuple, c'est bien. Donc, si on dit néofascisme, on commence à se rendre compte que peut-être qu'il y a un problème, c'est-à-dire que on peut pas avoir le même rapport de neutralité face au néofascisme que face au populisme. Il faut choisir son camp. Pourquoi utiliser ce terme ? Premièrement, si on pense fascisme, on pense effectivement, premièrement, le traitement des minorités, l'importance de la nation comme modèle ethno-racial, la question sexuelle, c'est-à-dire le mépris des minorités sexuelles et ou la haine des minorités sexuelles, etc. Le culte du leader, du chef, etc. On voit bien que ça passe beaucoup par des noms propres, Trump, Poutine, Bolsonaro, Milei, etc. Donc, je crois que un attrait pour la violence aussi. Voilà. C'est un trait du fascisme. Et je pense que, en même temps, si j'utilise le terme de néofascisme, c'est parce que je crois que on n'est pas dans les années 30. Donc il y a des différences. Par exemple, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit que Trump, lorsqu'il essaie de faire un coup d'État le 6 janvier 2021, il échoue. En revanche, qu'est-ce qu'il réussit à faire aujourd'hui ? Un coup d'État démocratique. C'est-à-dire en s'appuyant sur la Cour suprême, en s'appuyant sur les républicains au Congrès, etc. Donc, il n'y a plus besoin d'envoyer des tanks dans la rue. Il suffit de s'appuyer sur les banques. C'est ce qu'on avait déjà dit à propos de la Grèce en 2015. Donc, il y a des mutations. Tout n'est pas pareil. On ne répète jamais l'histoire de la même manière, et on pourrait dire que, inversant la formule classique, ce qui était farce est devenu tragédie. Donc, je crois que on a intérêt à nommer les choses plutôt qu'à les euphémiser. Et il ne s'agit pas d'insulter, mais à quel moment va-t-on commencer à dire ou à reconnaître qu'il s'agit bien de néofascisme quand on peut expulser des gens pour les envoyer dans des prisons au Salvador et ne pas vouloir les en sortir alors même que c'est une erreur administrative. Tout à fait. On voit bien qu'il y a une politique d'intimidation. Hier même, j'entendais une sénatrice républicaine aux États-Unis, Lisa Murkowski, qui disait oui, effectivement, nous avons peur. Nous avons peur des mesures, si je prends la parole, de ce qu'on va me faire. Ça dit quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'on est là dans un régime qui est plus qu'autoritaire. C'est-à-dire qui fonctionne à l'intimidation, au coup de force. Est-ce qu'on va oser s'opposer au président des États-Unis, y compris lorsqu'on est la Cour suprême des États-Unis ? C'est la fin de la séparation des pouvoirs. Et donc, devant cette manière de défaire la démocratie, dans ses institutions, dans son fonctionnement ordinaire, etc., il me semble que l'urgence n'est pas d'éviter de nommer les choses, c'est de les nommer. Tout à fait.
On va tenter de finir avec une note d'espoir, Éric Fassin. Comment on fait pour quand on est à gauche? Parce qu'on entend beaucoup ici. Là, je dis ici parce que je suis pas en France, puis je sais pas comment s'articule le discours là-bas, mais ici, on accuse beaucoup la gauche d'avoir failli à pouvoir s'intéresser la classe ouvrière, entre autres, si ça existe encore aujourd'hui. On accuse beaucoup la gauche d'avoir pas fait ce qu'il y avait à faire. Puis je trouve que des fois, on élude tout l'argent, les ressources qui ont été mises pour organiser le discours à droite et à l'extrême droite depuis des décennies. Comment on fait pour continuer à se battre, continuer à articuler un discours et à faire comprendre au plus de gens possible que ce qui se passe n'est pas dans l'intérêt des collectivités? Alors la première chose, c'est que je trouve qu'effectivement, il est très important de ne pas alimenter ce qui nous menace toutes et tous, à savoir ce que j'appelle la dépression militante. La dépression militante, c'est l'impression que quand on veut changer le monde, c'est fichu. Ouais, y a rien à faire. Finalement, alors même qu'on est diamétralement opposé à cette vision du monde, ça rejoint Margaret Thatcher disant « il n'y a pas d'alternative ». Tout à fait. Et je crois que c'est ça la dépression militante, c'est quand on a consacré toute son énergie à refuser cette proposition, eh bien de finir par se dire peut-être que c'est vrai, qu'on n'y peut rien. Ouais. Donc je ne souhaite pas alimenter la dépression militante. Non. Bien entendu, ça ne veut pas dire que je sois à l'abri moi-même, mais ça ne veut pas dire non plus que j'ai des solutions simples. Alors ce que je crois, c'est que, premièrement, dans ma propre position, mais dans la position des personnes qui ont un accès à la parole publique, eh bien, il faut réfléchir à produire du sens. Face à l'anti-intellectualisme qui nous donne l'impression que rien n'a de sens, c'est la domination de ce que j'appelle le n'importe quoi, ou en anglais le bullshit. Et c'est pas simplement qu'il y a des mensonges ou qu'il y a des fake news, mais qu'il y a des alternative facts, donc des faits alternatifs. Voilà, parce que au fond, ça nous dit la vérité, c'est pas intéressant. Ce qui compte, c'est la jouissance de dire n'importe quoi. Et je crois donc que essayer de ne pas dire n'importe quoi, c'est déjà une manière de ne pas accepter les termes qui nous sont donnés. Bien sûr, ça ne suffit pas à changer le monde, mais ça veut dire que c'est une petite poche de résistance intellectuelle à proprement parler, c'est-à-dire d'essayer de faire son métier, d'essayer d'utiliser les mots avec rigueur si possible, d'essayer de ne pas utiliser des faits qui seraient inexacts, d'essayer d'avoir un peu de cohérence théorique, etc. Donc revendiquer ce que j'appelle une forme d'intellectualisme contre l'anti-intellectualisme. Non pas élitiste, je crois au contraire beaucoup que l'intellectualisme doit être une posture démocratique, c'est-à-dire de traiter les gens à égalité en considérant que on ne les prend pas pour des imbéciles. Donc c'est partager un désir d'intelligence, essayer d'encourager ce désir d'intelligence au moment même où l'extrême droite essaie d'encourager un désir de stupidité, c'est-à-dire une jouissance à se vautrer dans le n'importe quoi, dans le bullshit. Les chiens et les chats de Springfield dans l'Ohio qui seraient mangés par des migrants haïtiens, eh bien ça, c'est le n'importe quoi. Ça n'est pas soumis à un critère de vérité. Donc je crois que la première chose que, en tout cas, nous pouvons faire, c'est de revendiquer ce que nous sommes capables de faire. Et chacun doit le faire à son niveau. Alors, quelle est la responsabilité de la gauche? Bien sûr qu'il y a une responsabilité de la gauche, et je fais partie des gens qui ont beaucoup critiqué la gauche depuis longtemps. Mais je crois effectivement qu'il ne suffit pas de critiquer la gauche, qu'il faut commencer par critiquer la droite et l'extrême droite. Et en particulier pour les États-Unis, on voit bien un élément très important. L'élection récente de Trump, eh bien, ça mobilise beaucoup d'argent, ça mobilise beaucoup de milliardaires. Qu'est-ce qui rend ça possible? C'est une décision de la Cour suprême des États-Unis, Citizens versus United, qui considère que les entreprises sont, au fond, comme des citoyens, c'est-à-dire que c'est une question de liberté d'expression des entreprises. Ce qui est une aberration d'un point de vue logique, puisque, en fait, une entreprise ne pense pas. Une entreprise, elle agit, mais elle ne pense pas. Donc, en fait, considérer que les entreprises sont comme des citoyens, c'est un non-sens d'un point de vue sociologique. Mais en même temps, ça a des effets sociaux, politiques bien réels. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a des effets non seulement côté républicain, mais aussi côté démocrate. Qu'est-ce qui vient de se passer côté démocrate?
eh bien, c'est que on était très fiers de nous dire que Kamala Harris avait réussi à réunir plus d'argent que Trump. Ouais. Oui, mais ça se paye l'argent. Oui, c'est ça. On n'a pas de l'argent gratuitement. C'est les mêmes entreprises. Et donc, en fait, ça veut dire qu'elle a été obligée d'infléchir son discours. Voilà. Et ça n'est pas sans effet sur le résultat des élections. Voilà. La désaffection d'une partie de l'électorat démocrate, c'est ainsi qu'on peut l'expliquer. Ouais. Donc je crois que nous avons intérêt à réfléchir et à remettre de la lutte des classes de gauche opposée à une lutte des classes de droite. Voilà. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le triomphe de l'oligarchie d'un pays à l'autre, ouais. Des oligarques russes aux oligarques états-uniens, et bien sûr en France, ouais. En France on le voit aussi. Qu'est-ce qui aujourd'hui pèse très lourd? Eh bien c'est quelqu'un comme Monsieur Bolloré. Ouais. Et qu'est-ce qu'il produit? Eh bien il produit quelqu'un comme Cyril Hanouna, c'est-à-dire quelqu'un qui amène tout un public à désirer s'amuser ouais. De la bêtise. Voilà. Refuser l'intelligence du monde, c'est-à-dire refuser l'idée qu'il serait désirable de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Ouais. Et se vautrer donc dans l'inintelligence, c'est un désir politique d'extrême droite aujourd'hui. Ouais. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que les gens d'extrême droite soient stupides, non. Mais c'est qu'il y a une jouissance à se revendiquer contre les intellos. On va pouvoir se dire que au moins, nous, on jouit ouais. On rigole. De les faire... de les humilier. Ouais. Parce que je crois que la politique du ressentiment que j'avais essayé d'analyser à propos du populisme, entre guillemets, il y a quelques années dans un livre, aujourd'hui on voit bien que ça devient une politique de la cruauté. Ouais. Ouais. L'humiliation des femmes, l'humiliation des personnes trans, l'humiliation des minorités raciales, l'humiliation de la gauche, l'humiliation des intellectuels, l'humiliation de Columbia. Ouais. Aux États-Unis où le compte officiel Twitter de la Maison-Blanche fait des blagues sur la déportation des immigrants. On a absolument, vu ça, absolument, pour la Saint-Valentin. Ouais. Je crois qu'on a intérêt à prendre au sérieux cela, c'est-à-dire refuser la politique de la cruauté et revendiquer une politique de l'intelligence du monde. Non pas une politique des gens intelligents, il n'y a pas une catégorie qui serait les gens intelligents. Ouais. L'anti-intellectualisme, il peut être porté, et il est souvent porté par des intellectuels. Tout à fait. Donc, en fait, on parle d'idéologie. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on veut rendre désirable? Ouais. Mais je reviendrai, pour terminer, sur ce que vous disiez sur les médias. Ouais. J'ai été très frappé que le livre que j'ai écrit soit assez radicalement ignoré par les médias français. Ah. Il y a eu 0 recension de ce livre en France, qui est sorti pourtant le 2 octobre, ouais. Et les journalistes l'avaient quelques semaines plus tôt, c'est-à-dire à la veille de l'anniversaire du 7 octobre, ouais. Mais aussi 5 semaines avant l'élection de Donald Trump. Et bien entendu aussi avant la composition, enfin ou coïncidant avec la composition du gouvernement français. Donc, interminable. Voilà. Mais donc, c'était un livre dont l'actualité paraissait évidente. Ouais. Or, les médias ont choisi de ne pas en parler. Ça, même les médias de gauche? Même les médias de gauche, il y a eu en tout et pour tout une entrevue à la sortie du livre sur le site de Regard, ouais. Qui est un magazine de gauche. Ouais. Et il y a eu ensuite, en décembre, une entrevue sur une chaîne de télévision dont la plupart d'entre nous ignorions l'existence, mais qui a l'air très bien, et qui s'appelle School TV, sur ouais. L'éducation. Okay. Donc, c'est tout. Ah, ouais. Il y a eu une courte recension en Belgique. Okay. Mais en France, rien. Okay. Donc ça dit quelque chose, c'est-à-dire la difficulté à faire entendre un autre discours. Ouais. Et donc il y a une responsabilité, à mon sens, très forte des médias, ouais. Qui est, d'une part, il y a bien sûr des médias qui sont gouvernés par l'argent des milliardaires, oui. Il y a des médias qui sont des médias publics et qui, manifestement, ne sont pas tout à fait affranchis de la tutelle ouais. Du pouvoir. Tout à fait. Mais après, dans les médias de gauche, peut-être qu'il y a une tendance à parler de ce dont parlent déjà les autres médias. Ouais. C'est-à-dire que l'hégémonie idéologique, elle est à droite aujourd'hui. Alors, ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, 6 mois après, le livre est épuisé. Et donc, il va y avoir une réédition dans les semaines qui viennent avec un avant-propos qui ouais. Prend en compte justement cette non-réception et en même temps cette réception, non-réception médiatique, mais réception publique. Ça, c'est intéressant. Essayer de réfléchir. Il a fait son chemin quand même, le livre.
Apparemment, en tout cas, à moins que ce ne soit l'extrême droite qui l'ait acheté pour détruire les exemplaires, mais rien ne me permet d'espérer ce complot contre moi. Donc, non, je pense que ça dit quelque chose peut-être sur la déconnexion, sur le fait que l'espace public a été redéfini et redéfini de manière efficace par la droite, mais ça veut dire aussi qu'il existe autre chose que l'espace public, il existe des contre-espaces publics. Ça, c'est une note d'espoir. Éric Fassin, ce fut un grand plaisir de vous recevoir. On a passé presque 40 minutes, je crois, à offrir un moment intellectuel intéressant pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup. C'est un enjeu démocratique. Vraiment. Vous savez, gens qui écoutaient la balado, je parle souvent de la communauté de la balado, et là, on va en avoir un autre exemple parce qu'on va parler à plusieurs auditeurs et auditrices de la balado qui sont en train de faire une campagne électorale. Je salue immédiatement Noémie Bureau Civil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la personne qui m'avait écrit. On s'est écrit pour d'autres choses aussi. Vous allez le savoir en juillet. On a plein de projets. Mais vous m'avez écrit parce que vous êtes candidate indépendante dans Rimouski Matapédia, qui est l'ancien Rimouski Basque Métis Neigette. Je suis scandalisé qu'on ait éliminé le mot Neigette dans une circonscription. Et là, expliquez-moi pourquoi vous m'avez écrit, Noémie Bureau-Civil. Ben oui, je vous ai écrit d'ailleurs. Merci Fred de nous donner cette tribune parce que nous sommes 3 candidates indépendantes dans cette circonscription que vous venez de nommer, à se présenter pour la décroissance, mais de manière indépendante. Donc, on a décidé de faire ça en s'entraidant pour apporter une voix plus forte dans les débats et dans les tribunes, pour qu'il y ait un espèce de rapport de force entre la proposition croissanciste qui vient de tous les autres partis traditionnels, puis la voix des croissancistes. Et puis, c'est silence radio de la part des médias de masse. Nous sommes occultés comme pas possible, alors qu'on est en train vraiment de faire quelque chose d'historique dans l'histoire des élections. Attendez, le on, c'est 2 autres candidats. Tommy Lefebvre, bonjour. Bonjour. Et Raphaël Arsenault. Parlez-nous de vous un peu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mon occupation principale, c'est citoyen engagé, je dirais. Je m'implique beaucoup dans tout ce qui est la mise en commun. En fait, je suis président d'un organisme qui fait de la mobilité partagée. On essaie de faire venir Communauto à Rimouski. On est en train d'installer Locomotion à Rimouski. J'ai participé beaucoup à tout ce qui est agriculture urbaine, des jardins collectifs, des jardins libre-service. Je suis en train aussi de participer à instaurer des espaces de silence, de recueillement dans la ville, parce que je trouve que le silence, c'est une belle façon d'instaurer la résistance puis la décroissance dans un monde qui fait toujours plus de bruit. OK, intéressant. Tommy? Moi aussi, j'aime ça me définir par mes implications, puis je m'implique dans des mouvements, surtout de municipalistes libertaires à Rimouski, pour aussi pour l'environnement, justice sociale. J'ai aussi un peu travaillé pour la défense du patrimoine bâti de Rimouski. Puis, je m'en vais travailler dans une ferme cet été pour pouvoir être dehors et être plus proche de la production de qu'est-ce qu'on consomme. Noémie, Bureau Civil, parlez-nous de vous aussi, parce que moi, je sais un peu ce que vous faites. Moi, je suis anciennement physiothérapeute. J'ai été physiothérapeute pendant 10 ans dans la grande métropole de Montréal. Et j'ai quitté le système parce que je trouvais que ça n'avait plus de sens de soigner des personnes pour les remettre dans le système qui les a précisément blessés. Et puis là, à partir de là, j'ai pris une année sabbatique. Je me suis beaucoup impliquée de manière militante pour la justice environnementale, la justice sociale. Je suis tombée sur le sujet de la décroissance et avec mon copain, on a fait un événement à Montréal qui était sur 2 jours qui visait à discuter des risques possibles d'effondrement systémique, comment les éviter ou comment jongler avec ça. Et puis là, c'est là qu'on a invité plusieurs panélistes, dont Yves-Marie Abraham, professeur à HEC, que vous avez déjà reçu à la balado sur son livre « Guérir du mal de l'infini ». Et puis, on est resté en contact. Et de fil en aiguille, suite à cet événement-là, il y a un groupe qui a émergé et qui a demandé, possiblement parce que, l'événement avait bien fonctionné, de leur prêter main forte en tant que coordonnatrice du groupe de recherche Polémos Décroissance, qui est un groupe pan-québécois à but non lucratif. Puis là, nous, mon copain et moi, on s'est finalement installés au Bas-Saint-Laurent pour... on était critiques par rapport à la possibilité d'une métropole
d'incarner quelque chose comme une décroissance politique. Donc, on a voulu s'installer quelque part qui était plus à échelle humaine. Donc, je suis revenue dans mon patelin du Bas-Saint-Laurent, plus précisément à Saint-Valérien. Puis là, depuis, je fais beaucoup de travail plus au niveau communautaire, dans l'alimentation, aide maraîchère. Là, je vais être dans la transfo alimentaire d'une petite entreprise de tempeh, qui est excellent d'ailleurs, à Saint-Valérien. OK, là, je veux qu'on parle de cette idée de... Donc, vous vous êtes parlé, vous vous êtes dit, hey, on va les trois se présenter comme candidates indépendantes pour essayer de pousser l'agenda de la décroissance dans Rimouski. Exact. Bien, ça, c'est vraiment parti du fait que je m'étais présentée, moi, il y a 4 ans, exactement pour la même cause, pour militer pour la décroissance pendant les élections, mais avoir une voix unique envahie par tous les autres partis, c'était très difficile. Puis, il y a beaucoup de personnes qui me demandaient « Ah, vas-tu te représenter? » Puis, j'étais comme « Idéalement, non, parce que j'aime pas vraiment faire ça. » Puis, en discutant dans un café avec une amie, elle m'a dit « Ah, Noémie, est-ce que tu vas te représenter? » J'ai dit « Non, il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose de funky pour que je décide de me représenter. » Puis là, ça fait « Hey, attends une minute! » Si on était plusieurs à se présenter puis qu'on prenait toute la place du débat, là, peut-être que ça aurait un impact différent. Bon, et donc, vous avez convaincu Tommy Tommy et Raphaël, est-ce que de votre côté aussi, il y avait cette idée-là de se présenter indépendant, cheminait déjà, ou comment ça s'est présenté? Non, personnellement, non, c'était même pas dans mes idées, mais à un moment donné, j'étais dans un bar, puis là, après quelques bières, on m'a dit « Hey, pourquoi tu te présentes pas avec moi? » de Noémie. Puis j'ai dit oui, et après ça, j'ai pas voulu... Donc, c'est l'alcool. Vous me dites que c'est l'alcool, dans le fond, qui fait la différence. Non, c'est le vouloir. Je suis une personne très gênée dans la vie, fait qu'il me fallait ce petit courage-là, mais après ça, oui, ben c'est ça. C'est Noémie qui en a parlé, puis le projet m'intéressait quand même beaucoup, donc j'ai décidé de dire oui. Et là, Noémie, vous m'avez écrit, puis là, je veux que les deux autres aussi en témoignent. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Puis là, évidemment, on se parle parce que vous faites partie de la communauté de la balado, parce que là, je vous avoue qu'avant de vous rencontrer, je suis allé voir sur le 338canada.com et malheureusement, là, il semble que c'est ça le Bloc québécois qui va rentrer dans votre circonscription. Et pourtant, Noémie, dans votre courriel, vous me disiez « Hey, il se passe de quoi? Je sens que les gens sont attentifs. » Qui sont les autres candidats dans Rimouski, la Matapédia? Ah, c'est Maxime Blanchette-Jonca pour le Bloc. Ah oui! Et Alexandre Effort. Pour les libéraux? Qui est pour les libéraux. On a un poteau pour les conservateurs, un poteau pour le NPD, qui se sont jamais pointés. Là. Ouais. Et vous avez une rhinocéros aussi. Oui. Oh, oui. Lisanne. Lisanne Piqueur-Paquin. Voilà, OK. Et là, sur le terrain... Force de la nature. Ah ouais, hein? De la nature, Lisanne. Oui. Ah ouais, c'est incroyable. OK. Et là, vous sentez quand même en fait, que l'idée de la décroissance... Mais est-ce que cette idée-là était déjà présente dans la région? Parce que j'ai l'impression que cette région-là, le Bas-Saint-Laurent, je ne sais pas si Rimouski, c'est encore... Est-ce qu'on dit le Bas-Saint-Laurent ou vous êtes la porte... Oui, c'est ça, bon. Ces idées-là circulent déjà. Il y a des gens qui œuvrent depuis longtemps. Tout ce qui est décroissance, les communs, imaginer un autre monde. Je pense que l'idée que la décroissance est répandue au Bas-Saint-Laurent, c'est peut-être un effet de chambre d'écho. On s'entend qu'on a l'impression que c'est très répandu parce que nos réseaux sont peut-être larges, mais ça reste quand même une société. Mais une chose que moi je remarque depuis qu'on fait cet effort-là, puis même avec la campagne de Noémie aux élections précédentes, les gens sont super mobilisés par le message. Puis on nous dit là à tous les coins de rue, ah merci, ça me fait du bien, c'est un message d'espoir ce que vous dites, vous parlez de la politique différemment, on sent que ça nous rejoint plus. Donc même les gens qui, on pourrait croire, ne sont pas nécessairement mobilisés par la décroissance, ben il y a une réponse qui est « Ah, merci de juste pas avoir la langue de bois, le message traditionnel de la politique, etc. » Ça, juste ça, pour moi, c'est déjà très bien. Puis même quand on parle sur un autre angle, juste d'autonomie territoriale, là, ça vient vraiment chercher largement, parce qu'en région, on le sent qu'on est délaissé, les services sont centralisés, la politique est centralisée, puis il y a des lieux qui se dévitalisent alors qu'il y avait une très grande autonomie par le passé. Donc, quand on évoque l'autonomie locale, on n'a même pas besoin de parler de l'angle écologique. De toute façon, ce qui est produit localement est forcément plus écologique.
Ça vient vraiment chercher des tranches là, de toutes les franges d'âge. Puis c'est ça, on parle d'autonomie locale, puis surtout dans les villages, tu sais, il y a une grosse dévalorisation des villages. Puis au Bas-Saint-Laurent, c'est au Bas-Saint-Laurent, surtout dans la Métis, il y a quand même eu historiquement des grands mouvements, dont les opérations Dignité qui s'est passé à la fermeture des villages par la BAEQ. C'est là qu'il y a eu les gros mouvements populaires pour sauver les villages. Fait que c'est déjà un peu ancré dans le territoire, cette façon de voir là communautaire qui s'allie ensemble pour contrer des projets plus centralisateurs. Fait que c'est juste une continuation de ce message-là qui existe déjà. Là, on le sait, médiatiquement, on parle beaucoup de la guerre commerciale. C'est même... il y a une panique là, autour de ça qui est en partie justifiée. On sait que ça a un certain impact. Sauf qu'on a de la difficulté, moi j'en ai déjà parlé à la balado, on a de la difficulté à imaginer autre chose que le libre-échange, il y a un frein à cause de Donald Trump. Puis là, peut-être que bientôt, ça va se régler. Puis là, on va continuer comme avant. Si je peux me permettre, moi, j'ai l'impression que ce phénomène-là est immensément créé par les médias de masse. Les gros médias, mais on est bombardés, mais ils orientent le discours politique. Puis c'est ça qu'on constatait. On se disait, mais voyons, il y a vraiment un pouvoir au niveau médiatique parce que au lieu de servir le message des personnes qui se présentent en politique ou les idées qui pourraient émerger de la région, on nous bombarde puis on met dans la bouche des gens les priorités, puis ça se reflète même dans les questions qui sont posées au débat. Donc, on est vraiment enfermé dans cette chambre d'écho américaine, états-unienne, qui fait qu'on n'a pas d'oxygène pour penser en dehors de ça. Ce que je me rends compte, en fait, c'est qu'on n'est jamais dans l'analyse des causes. On est toujours en train d'essayer de voir quel plaster on pourrait mettre, puis là, on fait un gros topo sur plaster numéro 1, plaster numéro 2, le bloc va défendre un nouveau plaster numéro 3, mais personne n'est en train de dire « Ouais, mais comment on s'est rendu là? » Pourquoi est-ce que notre agriculture, tout d'un coup, subit les contre-coups de ça? Est-ce que c'est obligé d'être comme ça? Là, nous autres, on arrive avec un message qui est un changement de paradigme complet. Fait que c'est sûr que pour un agriculteur qui, aujourd'hui, va subir le contre-coup, ou une agricultrice, va subir le contre-coup de ça, puis qu'il y a une violence là-dedans, c'est difficile de recevoir un message de « Hey, minute, peut-être qu'on pourrait changer le système. » Mais en même temps, c'est comme si on se demandait juste, le maître puis l'esclave, là, où est-ce que le maître peut fouetter aujourd'hui pour que ça fasse moins mal? Mais on change pas le rapport de force jamais. Puis les médias, comme disait Noémie, les médias, ils participent à ça constamment en créant le statu quo, en fait. Mais... Si un média de masse analysait les causes puis proposait des alternatives radicales, là, mon Dieu, l'imaginaire collectif pourrait vraiment s'aligner sur autre chose. Mais médiatiquement, justement, là, comment ça se passe? Parce que, Noémie, vous m'écriviez dans votre courriel que, les radios et les télécommunautaires, évidemment, sont hyper enthousiastes à vos idées. Et là, je vous cite, « Même les radios de bonhomme pick-up skidoo nous trouvent pertinents. » C'est pas peu dire. Ben oui, effectivement, on est vraiment heureux et heureuse d'avoir cet accès privilégié-là aux radios communautaires, aux télécommunautaires qui prennent vraiment le temps. C'est vraiment dans leur philosophie d'accorder un temps équitable pour que la population soit éclairée, mais évidemment, ils ont moins de portée par rapport aux médias de masse, pour ne pas nommer Radio-Canada, qui fait... une antenne à Rimouski. Oui, tout à fait, régionale, qui fait des topos complets sur la présentation, les portraits de chaque candidate, y compris les candidates poteaux qui ne sont jamais venues, qui ont annulé toutes les présentations qu'elles devaient faire ou les participations ou les débats qu'elles devaient faire, alors que nous, on nous confine à une ligne et il y a 3 candidats indépendants. Puis c'est tout juste s'ils nous nomment. Parfois, ils nous nomment pas. On est comme traité comme un bloc. Alors, on est vraiment occulté. Puis le meilleur topo qu'on a eu, c'est immédiatement après le débat. Ça aurait été un petit peu gênant qu'ils parlent pas de nous parce que c'était vraiment phénoménal, ce débat. Il y a quelque chose, il y avait de l'énergie, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est sûr qu'on était parmi les nôtres dans notre chambre d'écho, là, à l'université. Mais ensuite, le seul topo qu'on a eu, c'était une capsule environnement qui n'était pas dédiée à la politique, qui était juste focusée sur l'environnement. Puis après, le reste, silence total. Moi, ça me fait capoter. C'était la priorité numéro 1 ou 2 il y a 4 ans. Puis là, fini, ça s'est réglé.
Là, il reste quelques jours, il reste une semaine, en fait, un peu moins d'une semaine à la campagne électorale. Qu'est-ce qui vous attend sur le terrain, là, dans votre campagne menée à 3? Oui, ben on a, c'est sûr que c'est des rencontres avec les acteurs dans la communauté. On organise aussi des activités, dont une à 3 pistoles qu'on va avoir vendredi, un 5 à 7, et aussi des assemblées de cuisine. Attendez, est-ce que 3 pistoles, c'est dans votre circonscription? Oui, c'est la limite plus à l'ouest de la circonscription. C'est une pas pire grande circonscription. Ah, c'est immense, avec des tellement différents là, entre les Basques, la Matapédia, la Métis et Rimouski, c'est tellement différent. Oui, c'est ça. Représenter ça, c'est impossible. Il faut quand même souligner que nous, on n'est pas des politiciens. Oui. On fait pas ça au quotidien. Là. Ouais. Donc, c'était quand même une aventure intéressante de faire ça, un peu stressante aussi, un peu out of nowhere. Est-ce que vous allez le refaire? Ben moi, personnellement, c'est pas pour moi. J'aime pas ça être sur le spotlight. Je préfère être en arrière des caméras. Puis comme j'aime pas ça, cette vision-là que le monde a sur moi. Puis je suis très gêné dans la vie, mais c'est une expérience vraiment le fun. Mais je trouve que c'est comme l'intro à une lutte qu'on doit continuer après le temps des élections pour avoir un réel pouvoir populaire. Je pense que c'est notre force, c'est qu'on fait vraiment pas ça pour avoir le pouvoir. Donc, il y a beaucoup de sincérité dans ce qu'on fait. Ben ouais, j'avais rien à perdre. Non, effectivement. Par contre, on est tous les 3 dans un groupe de démocratie directe à Rimouski aux alentours. Donc, nous, c'est vraiment l'échelle plus municipale puis de quartier qui nous intéresse. Ça veut dire quoi concrètement? Écoute, je pense que si on veut... Moi ce que j'imagine, là, pour la suite, là, c'est un réseau fédéré d'assemblées citoyennes locales. C'est pas des modèles qu'on a déjà vus dans l'histoire beaucoup. Il y a des choses qui existent. Là. On a l'exemple de la Suisse, on a Chiapas, des choses comme ça. Mais c'est un modèle à inventer. Puis quand on parle de choses à inventer, bien souvent, on se sent un peu comme dans le néant. Une chose qu'on se rend compte, en tout cas avec la campagne électorale en ce moment, c'est que la circonscription est immense. Puis les territoires sont vraiment diversifiés. Ouais. Puis je trouve que ça donne du gaz à cette idée-là de on pourrait-tu comme morceler le pouvoir, créer des assemblées citoyennes de la démocratie directe à partir du plancher, puis qui remontent de ces territoires-là. Bon, une des choses que je partage avec Alain Deneau, c'est quand même le concept de biorégion, où est-ce qu'un territoire s'organise autour de son environnement écologique, là, si on veut, ou écosystémique, puis créer des ponts entre ces instances-là politiques from the ground up. Ouais. Donc, moi, ça me semble une avenue super intéressante. Puis, on est déjà en train de mettre des choses en place. Puis, on sent aussi qu'au-delà de nos initiatives, il y a des gens qui se préparent à ça aussi. Par exemple, au niveau du Québec, il y a multitude là, qui font des assemblées de cuisine en ce moment. On sent qu'il y a comme un lien à tisser avec ça. Oui, ben c'est ça. Puis pour faire le lien avec la décroissance, c'est la démocratie directe, on l'a vu dans l'histoire, ça a quand même été des façons de faire. Ouais. Mais si elle n'est pas liée à la décroissance, ça va juste refaire les inégalités qu'on vit déjà actuellement. Ouais. Fait qu'il faut sortir toute la production globale de ça, le mettre à l'échelle humaine, puis il faut que cette démocratie-là soit anticapitaliste en elle-même. Ouais. Sinon, ça ne va pas marcher. Les employeurs vont toujours avoir plus de pouvoir parce qu'ils peuvent utiliser le pouvoir de coercition. Fait que pour la démocratie directe, il faut être anticapitaliste. Puis pour être anticapitaliste, il faut nécessairement être pour une démocratie directe. Et la seule façon de le faire, c'est à travers une vue décroissanciste pour que la production soit vraiment à l'échelle locale et à l'échelle humaine. Mais j'allais dire qu'on a constaté avec Tommy, justement, quand on a fait nos petites tournées de rencontres, on a rencontré le préfet de Price, qui est le préfet de Métis, qui est aussi le maire de Price dans le Bas-Saint-Laurent. Puis il y a déjà des fédérations qui se font entre les petites municipalités puis les maires qui se prêtent des services pour avoir un petit peu plus de grippe puis d'autonomie. Donc, il y a déjà des élans qui se font comme ça entre les municipalités limitrophes. Donc, est-ce que c'est possible que le mot décroissance bloque, en fait, la réflexion chez beaucoup de gens qui ont l'impression que ça veut dire perdre des acquis, ça veut dire être moins, entre guillemets, riche? De prime abord, le mot décroissance a été choisi justement pour pas être récupérable parce que, bon, on a vu développement durable, transition socio-écologique. Nommons-les, le capitalisme est capable de tout récupérer ça, mais décroissance, c'est un peu plus difficile. Et quand on parle avec les gens, on se rend compte qu'il n'y a pas de peur associée à ça. C'est beaucoup un mythe qui est véhiculé
notamment par les médias de masse. Et on s'est rendu compte dans les débats que les candidats traditionnels étaient obligés de se commettre, puis ils finissaient par dire « Ouais », parce qu'ils voyaient l'argument « Ouais, ben je suis pas en désaccord avec les principes de la décroissance, mais... » Donc, ils reprennent le mot parce qu'ils voient qu'il y a vraiment une effervescence autour de ça, il y a un intérêt. Alors, non, je dirais que les gens ont plus peur. Bon, nous, on va probablement se croiser à la fin du mois de mai là, pour cette activité pour les 30 ans du Mouton Noir. Je donnerai plus de détails parce que ça va devenir un épisode aussi. On va enregistrer en fait une discussion sur la présence des médias. Justement, on parlait des grands médias versus les médias communautaires. J'ai très hâte de vous rencontrer, puis on va se revoir en juillet aussi pour un festival qui veut détruire l'Occident. Bon, évidemment, je résume. Là, je sais que c'est plus... Bien sûr. C'est le minimum, là. C'est la première partie. Oui, c'est ça. Non, mais je fais des blagues. Mais Noémie, vous êtes dans l'organisation de ce festival-là. Peut-être nous en lancer les grandes lignes, parce qu'il va y avoir aussi des enregistrements d'épisodes qui vont être diffusés cet été. Donc, la balado va pas prendre beaucoup de vacances. Oui, avec Tommy, d'ailleurs. Donc, on va être à la ferme de la Dérive, qui est une ferme à but non lucratif qui le mentionne clairement, qui veut sortir du capitalisme. Et la thématique, ça va être l'autonomie territoriale avec la perspective de la paysannerie. Donc, on va avoir plein de conférenciers, conférencières qui vont parler sur différents angles de l'autonomie, que ce soit l'autonomie politique, que ce soit l'autonomie de production matérielle, aussi la place des femmes là-dedans. Donc, ça va être très diversifié. Il va aussi avoir des petits moments plus culturels et artistiques. Et puis, voilà. Ouais. Et je suis content parce que vous m'avez invité à la suite d'un éditorial que j'avais fait dans un épisode pour dire justement que j'avais envie d'entendre d'autres histoires par rapport à la guerre tarifaire, entre autres, et d'imaginer l'après-capitalisme. Puis vous avez répondu à l'appel, vous m'avez invité, alors, et on va transformer ça en sortie familiale. Je ne veux pas dire en région éloignée, parce que je sais que c'est Montréal, la vraie région éloignée, là, mais on va transformer ça. On va allier travail et vacances. Hey, merci à vous trois, je vous souhaite bonne chance. On va suivre votre campagne, évidemment, jusqu'à la fin. Prédiction sur le pourcentage d'appui que vous allez avoir? Ben nous, on va faire une addition, hein. On va additionner les votes pour nous trois, puis ceux de Lisanne du Parti Rhino, puis comme ça va être les votes contre le statu quo. J'avais fait 3,5% il y a 4 ans, mais là, je sais pas, là, avec le monopole des États-Unis cette année, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. 6%. 6? OK. Vous savez que votre présence à la balado, ça va être un game changer, là. Hey, merci de m'avoir écrit. Puis c'est toujours le fun de prendre des nouvelles des vraies personnes qui écoutent la balado pour vrai. À bientôt. Merci à vous. Merci à bientôt. À bientôt. Alors voilà, je vous l'avais dit, c'est un épisode dense, ce 29e épisode. Merci à tous ceux qui ont participé à l'épisode. Merci à la gang de chez Raffin, parce qu'ils m'accueillent à chaque fois toujours d'une façon chaleureuse. On sent qu'ils sont contents qu'on soit là. Puis tu sais, moi je trouve qu'on les dérange, là. On faut tasser des sections de livres, installer des tables, les chaises, bon. Mais, et on est là pendant que les clients sont là. Mais bon, les libraires m'ont dit qu'ils sont toujours bien contents, puis ils écoutent d'une oreille aussi, les clients aussi, les clientes. Alors, merci aux gens de chez Raffin et aussi à la livrerie, parce que le segment avec Éric Fassin, on l'a enregistré à la livrerie sur la rue Ontario. Allez là. En fait, allez chez Raffin, mais allez aussi à la livrerie, qui est peut-être moins connue. Plus petite librairie également. On peut y prendre un café, on peut prendre un petit kombucha, on peut travailler là-bas, acheter des livres, bouquiner. C'est vraiment un endroit très, très agréable. Alors, merci aussi pour l'accueil, parce qu'on l'a fait un peu à la dernière minute. On devait enregistrer à l'hôtel où logeait Éric Fassin. Il y avait une petite salle à côté de la réception, mais finalement, c'était une salle avec une machine à café. Il y avait trop de monde. Et l'hôtel n'étant pas très loin de la livrerie, je les ai appelés à la dernière minute et ils ont accepté. Alors, merci. Merci aux libraires d'être ce que vous êtes, des libraires. Merci bien sûr à Maxime Laprise, Valérie Lefebvre-Fauché et Virginie Rivière. Merci à la gang de Rimouski qui vont au BAT et se présentent à l'élection. Alors merci à Noémie Bureau Civil, Raphaël Arsenault et Tommy Lefebvre de nous avoir parlé de leur campagne. Puis merci de vous présenter puis de parler de décroissance dans Rimouski, la Matapédia. On va suivre ça lundi si les prédictions vont être réalisées. Merci bien sûr à Éric Fassin. Ah oui, bon.
Ouais, alors je me sentais mal d'avoir pris congé, alors je vous annonce que j'ai enregistré un autre épisode aussi cette semaine. Vous savez que l'auteur Mario Vargas Llosa, monstre sacré de la littérature latino-américaine, est décédé il y a quelques jours. Moi, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps l'œuvre de Mario Vargas Llosa, un auteur que j'adore. J'avais envie d'en parler, j'avais envie de souligner aussi son œuvre littéraire. Et on va en parler dans un épisode de Brouillon de Culture qui va être diffusé dans les prochains jours avec Mauricio Segura, que vous connaissez parce qu'il est déjà venu à la balado pour venir parler de son roman viral. Mauricio qui a enseigné la littérature, qui a écrit des romans, qui est du comité de rédaction de l'Inconvénient, qui a été journaliste, qui a travaillé en télé, qui a été analyste pour la commission Bouchard-Taylor et qui connaît de fond en comble et l'œuvre de Mario Vargas Llosa et la littérature latino-américaine. Alors, c'est presque 1 heure qu'on a fait ensemble, ce brouillon de culture qui va être présenté dans les prochains jours. Alors voilà, je me sentais mal d'avoir pris une semaine de vacances. On va terminer en musique avec une chanson qui est un petit clin d'œil à la petite blague qu'on a fait sur Elon Musk et Jules César et son assassinat par son fils adoptif. En fait, je savais pas quoi mettre comme chanson pour un peu résumer l'épisode et m'est revenu en tête une chanson du groupe Coffin Break, qui est un groupe assez mineur, un groupe de Seattle qui a malheureusement pas profité de la vague grunge qui s'est abattue sur Seattle avec Nirvana et tous les Soundgarden et tous ces groupes. Ils venaient eux-mêmes de Seattle, ils ont commencé un peu avant, ont jamais émergé vraiment, mais en tout cas, ils ont assez émergé pour qu'on puisse les écouter au cégep à l'époque avec la gang de Saint-Hyacinthe on écoutait beaucoup de rock indépendant américain et Coffin Break, on en a écouté pendant plusieurs mois. Et une des chansons, des 2 albums qu'on a beaucoup écoutés, c'est la chanson Kill the President. Évidemment, ce n'est pas un appel au meurtre. Ne m'écrivez pas pour me dire, voyons donc, on ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. Vous allez voir, le narrateur de la chanson est un peu coucou, mais reste que c'est cette chanson-là qui a popé spontanément quand je cherchais une chanson pour illustrer cet épisode. Alors voilà, c'est avec... puis laissez-vous pas impressionner par l'intro qui est un petit peu... qui est très frénétique avec beaucoup de guitare. Ça se calme puis ça devient une chanson assez mélodique, assez pop, mais avec cette touche punk rock. Donc, Coffin Break, Kill the President. Bonne semaine tout le monde, bonne élection et on se retrouve très 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 bientôt pour un nouvel épisode de la balado de Fred Savard et un brouillon de culture. Bonne semaine.